venue. Je suis Daniel Rivet et j'ai la tâche très agréable de présenter Abou Bakr Jammaï pour nous parler ce soir des ressorts et des limites de l'autoritarisme marocain. Avant de dire quelques mots, mais quelques mots très brefs pour présenter, parce que l'introducteur doit très vite s'effacer devant l'orateur du jour, je voudrais simplement situer la trajectoire du Forcem. Bonsoir. Parce que la trajectoire du Maroc, enfin disons la place du Maroc dans la trajectoire du Forcem, parce que vous êtes un certain nombre à être nouveaux et on s'en félicite. Et puis, ça permettra peut-être à notre ami Abou Bakr Jammaï de voir d'où on vient et quelle est notre trajectoire quand il s'agit du Maroc. Alors, vous intervenez après des analystes, ou enfin des conférenciers qui vous sont connus, ou en tout cas au moins de nom, de renom. Je les énumère simplement avec le sujet dont ils avaient parlé pour que vous puissiez un petit peu mieux situer le paysage dans lequel s'inscrit le Forcem et que va prolonger Abou Bakr Jammaï. Nous avons eu, je les énonce un peu dans le désordre, c'est pas un ordre chronologique, l'historien Abdelhad Sebti, qui nous a parlé surtout du Hirak. Nous y étions en 2017, on était en plein dans ce mouvement de contestation qui est parti du RIF, qui est familier à l'un d'entre vous. Nous avons eu Hichem Oudaifa, qui nous a présenté 2 de ses livres, D'autres femmes, d'Aude Mulet, Les oubliés du Maroc profond, un livre paru en 2016 en toutes lettres, à Casablanca. Et puis ensuite, d'une deuxième enquête, un peu en coup de poing qu'il avait faite, en 2016-2017, extrémisme religieux, plongé dans les milieux radicaux au Maroc. Donc vous voyez déjà un petit peu les sujets que nous avions abordés. Nous avons eu aussi Kenza Sefroui, qui nous a parlé du livre qu'elle avait écrit sur la revue Souffle, dans les années, fin des années 60, début des années 70. La revue Souffle, une revue d'avant-garde et de contestation du système culturel et religieux et politique marocain. Et puis aussi, qui nous avait parlé d'une enquête collective, ça c'était beaucoup plus récent, c'était au fond la dernière fois que nous avons parlé du Maroc, avant vous, c'était en 2021. Nous avons été quand même pas mal perturbés, comme tout le monde, par le Covid. Et en 2021, elle nous a présenté une enquête collective qui a toujours l'édition en toutes lettres, Casablanca, qui avait pour titre « Justice climatique, urgence sociale ». Mais je n'oublie pas non plus les interventions de Ahmed, poète et écrivain, et qui nous avait parlé de la mazirité, ou si vous préférez la berbérité, des problèmes cette question-là, plutôt que ce problème, c'est plutôt une question qu'un problème au Maroc. Et puis Driss Xiques, qui nous avait parlé de l'ouvrage qu'il avait co-dirigé avec Fatma Ait Mousse sur être intellectuel au Maroc, un ouvrage qui datait de 2013, mais il était venu nous en parler, je l'ai noté le 14 mars 2016 parce que on m'avait demandé de le présenter. L'intervenant de ce soir se présente comme sur Wikipédia comme directeur des programmes Affaires et Relations internationales à l'Institut américain universitaire à Aix-en-Provence. Alors, il me permettra de dire qu'il est surtout un analyste des systèmes politiques dans le monde arabe et un petit peu triangulaire, enfin entre, si j'ai bien compris, Aix-en-Provence, les États-Unis, de New York à la Californie, et le Maroc, et au-delà du Maroc, bien sûr, jusqu'au Moyen-Orient. Mais je crois surtout qu'il est tout spécialement bien placé pour nous parler
des ressorts et des limites de l'autoritarisme marocain, en tant que fondateur et directeur du journal qui est devenu en 1999, qui est devenu le journal hebdomadaire avec sa version en arabe, Saifa l'Ouzbouria, et qui a dû cesser ce journal, cet hebdomadaire en 2006, et a été obligé de partir du Maroc. On dit un euphémisme, s'exiler, je crois que c'est vraiment un euphémisme, en 2007. Et comme il est là, il vous parlera beaucoup mieux que moi de cette expérience cette expérience des limites de l'autoritarisme marocain. Je voudrais simplement signaler que sa combativité, son courage intellectuel à mener cette entreprise qui faisait passer le souffle de la hakika, de la liberté intellectuelle et de la recherche de la vérité au Maroc, a été salué, a été récompensé, en particulier aux États-Unis, par des prix. Je ne vais pas les énumérer, mais je crois qu'il est quand même important en particulier de dire qu'en 2014, il a reçu le prix, je cite dans un anglais aussi exécrable que mon arabe, Leaders of Democracy. Il a reçu en 2010, il a reçu le prix Gebran, je pense que c'est Gibril, Gebran Tweni, qui récompensait un rédacteur, qui était un ancien ministre et un ancien leader du mouvement de la Révolution des Cèdres en mars 2005. Donc voilà, nous sommes très, très heureux d'accueillir Aboulker Jamaï ce soir, et je lui laisse très volontiers intervenir sur ce thème des ressorts et limites de de l'autoritarisme marocain, sur lesquels vous allez bien sûr faire des variations. Alors, combien j'ai de temps? Une bonne heure. Une bonne heure, très bien. Alors d'abord, je suis très content d'être là et je me sens privilégié, honoré d'être à vos côtés, en particulier. Je disais à M. Rivet que j'avais un fils qui faisait de l'histoire et qui a insisté pour que je ramène avec moi lui pour qu'il le signe, donc c'est vous dire. Et d'être dans cette association dont je me sens en fait proche parce que je découvre qu'il y a l'ADN du journal, puisque Kenza Sfraoui a littéralement rédigé sa thèse de doctorat qui est sur Souffle justement, qu'elle est venue présenter alors qu'elle était au journal. Et je me rappelle des débats quand elle venait me dire je ne vais pas être là la semaine prochaine parce que je dois aller en France, etc. et que ça m'énervait parce qu'on n'avait personne pour écrire dans les pages culture. Donc le journal hebdomadaire a un peu contribué à ces recherches et je suis très, très fier d'avoir été aussi son compagnon de route professionnel. Et Hicham Koudeifa, qui est d'ailleurs son époux, qui aussi est un ancien du journal. Donc voilà, je suis un peu, de ce point de vue-là, je suis en terrain familier. Alors, on s'est mis d'accord pour que je parle de l'autoritarisme marocain, de ses ressorts et de ses limites. C'est une question qui, je crois, qui intéresse beaucoup de monde et qui m'intéresse en particulier parce que, en fait, je n'ai pas d'avis totalement établi sur la continuité de l'autoritarisme, de son essoufflement ou au contraire de sa capacité à se reproduire et à perdurer. Mais je pense qu'on est dans une phase qui conceptuellement est très intéressante par rapport au Maroc. Il y a des choses qui sont très... Je pense qu'il y a quand même des mouvements de fond qui font qu'aujourd'hui, je suis plutôt enclin à penser que nous sommes peut-être à l'orée de certains changements, même si encore une fois je me garde d'avoir un avis définitif là-dessus. Alors pour commencer, j'aimerais contraster la destinée politique du Maroc par rapport à ses voisins, en parlant très brièvement, très rapidement, d'un épisode qui à mon avis est sous-analysé, qu'on pourrait appeler un proto-printemps arabe ou printemps des peuples, c'est-à-dire un printemps des peuples avant le printemps des peuples, qui à mon avis s'est produit à la fin des années 80 et début des années 90.
Par exemple, je me rappelle quand j'avais été aux États-Unis la première fois, quand j'ai passé quelques années aux États-Unis, c'était au milieu des années 2000. Et je sautais au plafond à chaque fois qu'il y avait un analyste américain ou un professeur américain qui disait que les premières élections démocratiques dans le monde, dans la région, dans le monde arabo-musulman, etc., c'était les élections en Irak, donc grâce à l'invasion américaine, etc. Et je disais toujours, mais vous oubliez l'Algérie, il y a eu des élections démocratiques en Algérie, tout le monde l'oublie en 90-91, et il y a eu des élections en Palestine. Arafat a été élu démocratiquement en 96, et tout ça avec des observateurs internationaux, etc. Et donc cette période-là, à mon avis, est très intéressante parce qu'en fait, il nous renseigne un peu, évidemment, l'histoire ne se répète pas, mais elle fait des rimes, c'est ça. Elle peut nous renseigner sur ce qui s'est passé après 2011 et ce qui, à mon avis, continue de se passer avec le Hirak en Algérie et le Hirak du Rif au Maroc. Alors, très brièvement, je pense qu'il y a une exception marocaine, et malheureusement, ce n'est qu'une exception, parce qu'elle n'a pas duré dans le temps, et c'est, je dirais, les années 90, la deuxième moitié des années 90. Parce qu'il y a eu un mouvement, je pense, de fond qui était plutôt général à la région, fin des années 80, début des années 90, d'ouverture, et cette ouverture est due. Et là, on fait des économies d'échelle en termes de présentation, parce que c'est les mêmes principes, les mêmes éléments de réflexion que nous allons utiliser pour parler de ce qui se passe en ce moment et ce qui s'est passé récemment. C'est qu'il y a eu une défaillance de l'État qui n'a pas pu tenir une partie de son contrat social autoritaire qui est l'aspect économique. Et ça s'est traduit par ce qu'on appelle les émeutes du pain. Les émeutes du pain sont directement liées à l'incapacité de l'État, très directement à continuer à financer les subventions de la farine, du sucre, etc. Et donc les citoyens qui, et ça c'est vieux comme le monde, pratiquement toutes les révolutions sont liées à ces phénomènes-là, donc demandent en fait une renégociation du contrat social à l'État, donc contrôlé par les élites au pouvoir. On peut citer de mémoire des dates importantes dans la région, la Tunisie en 84, l'Algérie en 88, le Maroc 81, 80, enfin plusieurs fois durant les années 80. Et il s'en est suivi immédiatement dans tous ces pays, il s'en est suivi une ouverture politique, parce que justement il y a eu renégociation du contrat social. Mais il n'y a pas eu que la défaillance économique, il y a aussi eu, à mon avis, un élément qui a... Enfin, à mon avis, ce sont des choses qui ont été très largement étudiées et beaucoup de choses ont été écrites là-dessus, c'est la fin de la guerre froide. Pourquoi ? Parce que la guerre froide offrait ce qu'on appelle une rente géostratégique au régime autoritaire, c'est-à-dire en fonction de votre positionnement en faveur du bloc communiste ou en faveur du bloc, entre guillemets, pro-américain, vous bénéficiez du soutien d'une de ces deux puissances qui fermait les yeux sur vos... Plus que fermer les yeux sur vos dérapages, c'est qu'en fait vous instrumentalisez... Je ne vais pas revenir sur comment le Maroc et son armée ont été instrumentalisés pour combattre des mouvements en Afrique subsaharienne. Tout cela aussi a été très largement, à travers d'ailleurs le SDES, l'ancêtre de la DGSE, Hassanin Heikel, ce journaliste mythique égyptien, avait eu accès aux archives iraniennes après la révolution iranienne et il était tombé sur ce qu'on a appelé le club Safari, qui en fait c'était en fait le régime du Shah, le régime de Hassan II, etc., qui, avec l'argent des Saoudiens, sous la supervision d'Alex de Maranche, qui était le patron du SDES, et qui en fait, leur travail c'était d'avorter entre guillemets, toute révolution communiste dans l'Afrique subsaharienne. Donc, pour dire que ces régimes bénéficiaient de ce soutien-là. Et puis, bon, défaillance économique plus perte de cette rente géostratégique a fait que les élites au pouvoir ont dû renégocier leur relation avec la société, avec les citoyens de leur pays. Alors, il y a eu des ouvertures. Par exemple, il faut se rappeler que Ben Ali, au départ, était soutenu par les démocrates. Ben Ali a eu, dans ses premiers gouvernements, des ministres qui avaient du crédit, enfin, qui avait une réputation de démocrate qui était au-dessus de tout soupçon, parce qu'il était considéré qu'il allait pouvoir amener la Tunisie, après donc, la fin de règne assez triste de Bourguiba, amener la Tunisie vers la démocratie de façon graduelle, et donc
sans casse. On a vu ce qui s'est passé, ça s'est retourné. Peut-être à valeur aujourd'hui, les élections les plus démocratiques de l'histoire de la Jordanie étaient les élections de 1989, où d'ailleurs pour la première fois le roi Hussein avait permis à la version jordanienne des frères musulmans d'être parmi, enfin de se faire élire. Et puis évidemment, le grand cas, puisqu'il y a eu réellement une traduction institutionnelle très forte, mais qui a aussi été le pays qui a sonné le retour en arrière, évidemment, c'est l'Algérie, avec des élections. Donc on connaît l'histoire, l'élection du fils, l'armée qui intervient. Et en réalité, ce que l'Algérie, en fait, les conséquences de ce qui s'est passé en Algérie, c'est que la rente géostratégique a été renouvelée déjà à l'époque. À savoir que nous avons substitué au danger rouge, aux communistes, le danger vert, les islamistes, et regardez, quand ils gagnent les élections, ce que ça donne. C'est l'Algérie, c'est la guerre civile, etc. Et ça a été, et c'est là où on a eu le retour en arrière. Ben Ali a fait son beurre de ce retournement, et puis pratiquement tous les régimes. Pour moi, l'exception, ça a été le Maroc. Parce que, et vous avez parlé du journal, le journal a eu, ce n'est pas un mérite, parce que c'est une quasi-coïncidence, parce que nous l'avons créé en 97 parce qu'il y avait l'alternance, parce qu'on pensait qu'il allait y avoir un changement. Mais nous avons eu un poste d'observation très privilégié en tant que journaliste, parce que nous avons fait le pont, la jonction entre Hassan II et Mohamed VI. Et donc moi j'ai été directeur de publication éditorialiste sur Hassan II pendant 2 années. Donc je peux comparer les attitudes des 2 rois, et au-delà des 2 rois, des 2 élites, parce qu'il y a un changement d'élite, on va en parler plus tard, qui à mon avis est important. Et si on ne comprend pas cette dimension de changement des élites autour du roi, on ne peut pas comprendre, à mon avis, beaucoup de choses de ce qui se passe récemment. C'est très simple, le journal n'a jamais été interdit sous Hassan II, et pourtant on a l'affaire Ben Barka, les critiques contre le groupe ONA du roi, tout ça c'est fait du temps de Hassan II. Nous avons traité tous les sujets qui par la suite nous ont été reprochés sous Mohamed VI, donc il n'y a rien eu de nouveau au niveau de notre ligne éditoriale sous Mohamed VI, et pourtant nous n'avons jamais été interdits sous Hassan II, nous avons été interdits la première année du règne de Hassan II, de Mohamed VI. 2 fois, il y a eu 2 interdictions officielles, des interdictions administratives d'ailleurs, malheureusement aussi sous l'égide de Abdelrahman Yousfi, premier ministre socialiste. Nous avons été interdits en avril 2000 parce que le prétexte, à mon avis, c'était plus un prétexte qu'autre chose, parce que j'avais interviewé Mohamed Abdelaziz à l'époque, qui était donc le chef du Polisario et donc le président de la RAST. Et la deuxième fois parce que nous avons publié une fameuse lettre qui démontrait, enfin il n'y avait pas que la lettre, il y avait autre chose dans ce dossier, mais en tous les cas on avait publié un dossier qui à mon avis démontrait de façon assez définitive que les élites de gauche en 1971 avaient été en fait de mèche avec, non pas avec Hofrer, parce que c'est à mon avis c'est l'ex-futur président de la République marocaine s'appelait, et paix à son âme, s'appelait Omar Khattabi, qui est en fait le cousin germain de Abdelkarim Khattabi, et qui a été en fait ma source, parce que c'est lui qui m'a, c'est parce que j'avais confiance en sa parole que j'ai publié ce dossier, et qui m'a raconté l'histoire de ce qui s'était passé. Hofrer en fait était loin d'être l'élément principal du coup d'État. C'était très rifin, c'était Omar Khattabi, Amqran et Kouara, c'était donc les 3 qui étaient derrière, les 2 militaires qui vont être jugés et exécutés. Et donc, le prétexte a été pris aussi de ce dossier, parce qu'en réalité, ils ne supportaient pas qu'on critique le marxisme économique, donc l'affairisme de la monarchie, ce qu'on a beaucoup fait. Ils ne supportaient pas qu'on ouvrait nos colonnes aux islamistes qu'eux ne voulaient pas intégrer dans le système, principalement les Agbi Ihsan, mais pas seulement. À l'époque, il y avait aussi d'autres qui existent d'ailleurs toujours, le Badil al-Hadari, etc. Ce sont d'autres plus petits groupes islamistes, mais qui pour nous paraissaient importants parce qu'ils étaient dans une attitude d'ouverture, je dirais dialoguiste dans l'autre sens, pour utiliser un terme qui apparemment est courant. Et donc voilà, donc on a pu mesurer, ce poste d'observation nous a permis de mesurer cette évolution. Alors quand on parle de l'autoritarisme marocain, qu'est-ce qui a fait l'exception pourquoi est-ce que ça a été une exception? Ça a été une exception parce que Hassan II a maintenu l'ouverture. Et quand j'ai dit ouverture, il
faut pas se méprendre sur le sens de mes propos. Je ne dis pas que le Maroc était démocratique, il ne l'a jamais été. Et je suis même incapable de vous dire que Hassan II avait une vision de démocratisation. Mais je pense qu'il était assez machiavélien au sens premier du terme, c'est-à-dire au sens de la science politique. C'est-à-dire c'était un hyper réaliste. Il avait compris que le rapport de force, surtout sur le plan économique, ne jouait plus en sa faveur, qu'il fallait qu'il trouve autre chose. Et que ça passait par une certaine ouverture. Et d'ailleurs, pour moi, l'un des symboles les plus importants, c'est le début, je dirais, le début d'émergence ou le début d'autonomisation de la classe des affaires qu'on peut mesurer. Beaucoup de travaux ont été faits, ceux qui sont intéressés par ce sujet, qui à mon avis est très explicatif de cette phase de l'histoire du Maroc, peuvent lire ce qu'a écrit Myriam Katus. Je ne sais pas si vous connaissez ses travaux. Je pense qu'elle a écrit, je dirais pas le livre définitif, mais elle a bien chroniqué cette phase-là. Et donc il y a eu l'émergence, il y a eu des voix qui portaient cette autonomisation de la classe des affaires. Il y a eu cette fameuse campagne d'assainissement, je ne sais pas si vous connaissez cette histoire-là, mais elle est aussi très importante parce que ce qu'on appelle la campagne d'assainissement qui est intervenue 96-97 et qui s'est terminée d'ailleurs après quelques mois, qui est en fait, on appelait ça l'assainissement parce que soi-disant l'État marocain était en train d'assainir le climat des affaires en s'assurant de la légalité du monde des affaires, à savoir payer ses impôts, etc. etc. En réalité, c'est un terme dont vous êtes familier, c'était une harka. C'était en réalité c'était le mkhzen en réalité qui mettait au pas un nouveau groupe socio-économique qui commençait à être un peu trop indépendant. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il l'a fait à la limite contre Hassan II. C'est ça qui est très intéressant. Il y a un événement aussi qui, à mon avis, est nodal, qui est l'inauguration de la session parlementaire d'automne de 1995, où Hassan II va choquer les Marocains, parce que durant son discours, il va révéler, il va rendre public un rapport de la Banque mondiale qui incriminait les deux principaux obstacles au développement économique au Maroc, qui, selon ce rapport, étaient le ministère de l'Intérieur et le ministère des Finances. Littéralement, Hassan II attaquait les piliers de sa gouvernance, donc le BSRE et l'aspect finance aussi. Et en fait, la campagne d'assainissement, c'est BSRE, en fait, c'est l'État profond qui se rebelle, qui n'accepte pas. Et BSRE trouve cette astuce mais il y a un paragraphe sur l'évasion fiscale, il faut faire quelque chose. Et Hassan II lui dit, faites votre travail. Il a compris qu'il fallait faire ce qu'il faisait avec les maoïstes et les marxistes des années 70. Et c'est très exactement ce qu'il a fait. Au détail près, c'est-à-dire que les techniques de torture dont ont été victimes des petits entrepreneurs sont les mêmes que ceux dont ont été victimes des militants de gauche des années 70. Et immédiatement, et c'est là, à mon avis, où Hassan II a compris sa douleur, c'est que le problème avec les investisseurs, c'est qu'ils ont une arme qui est infaillible. Ils votent avec leurs pieds. Ils cessent d'investir. Et ça, on ne peut rien contre ça. Un régime ne peut rien contre ça. Ou très peu. Et c'est ce qui s'est passé. Il y a eu une grève de l'investissement. Et donc cette confrontation a abouti en fait à la victoire, entre guillemets, des entrepreneurs. D'ailleurs, grâce à un personnage du Mkhzen, qui est resté aussi, qui a joué un rôle moindre, mais qui a joué un rôle sous Mohamed VI, qui est Driss Jto, qui à l'époque était ministre du gouvernement, pas d'alternance, du gouvernement de transition avant l'alternance, et qui a intercédé en faveur, parce que lui-même étant homme d'affaires d'origine, a intercédé en faveur de la CGM, la Confédération Générale des Entrepreneurs Marocains, des entreprises marocaines, et Hassan II a fini par arbitrer en faveur de la classe des affaires, parce qu'il a compris que l'État avait besoin de ressources, et ça aussi c'est un élément important, parce que c'est un débat qui est en train de revenir, parce qu'il y a eu quelque chose qui s'appelle le programme d'ajustement structurel. Programme d'ajustement structurel, donc c'est ces réformes forcées imposées par la Banque mondiale et surtout le FMI, le Fonds monétaire international, durant les années 80, qui d'ailleurs, l'un des résultats ont été justement les émeutes du pain. Le programme d'ajustement structurel était, c'est vrai, une politique idéologiquement néolibérale, mais elle était aussi subversive par rapport au régime autoritaire. Pourquoi ?
Parce que ce que le programme d'ajustement structurel faisait au régime autoritaire, c'était de leur rendre la tâche très difficile en termes de contrôle de l'économie à travers l'État, puisqu'il fallait réduire la voilure de l'État. Or, les entreprises d'État, c'est encore le cas dans certains pays, j'imagine en Algérie par exemple, les entreprises d'État sont des outils de contrôle des élites. Donc quand on vous dit vous ne pouvez plus fabriquer du tabac, vous ne pouvez plus fabriquer, avoir une telle prégnance sur l'économie, on vous enlève des outils de contrôle des élites. Et donc il fallait trouver, ce qui voulait dire qu'il fallait trouver d'autres modes d'abord de production de richesse, et ça passe, c'est mon avis, ça passe par un entrepreneuriat schumpeterien, non pas donc un entrepreneuriat preneur de risques et non pas l'entrepreneuriat que nous avons aujourd'hui. Pour la plupart, nous avons un entrepreneuriat schumpeterien, mais il est ténu, mais par l'entrepreneuriat, d'ailleurs le mot entrepreneur ne convient pas, mais des hommes d'affaires rentiers. Et en fait, on s'est retrouvé, dans l'illustration la plus éclatante, c'est l'actuel Premier ministre qui est Aziz Zakhnouch. C'est un symbole de l'entrepreneuriat entier. Hassan II avait compris ça, il avait compris qu'il avait besoin de preneurs de risques économiques qui allaient générer de la richesse, qu'il pouvait imposer, et que c'est avec ça qu'il allait payer son armée, ses services secrets. Il avait compris qu'il fallait trouver un moyen il fallait être conciliant de ce point de vue-là. Sauf que, et c'est ce qui va se passer sous Mohamed VI, et c'est ce qui s'est passé avant dans d'autres régimes, c'est que la parade de ces régimes, et pour moi c'est très marquant que c'est l'un des symboles de tous les... Pratiquement, je pense que c'est un slogan qui, à mon avis, qu'on retrouve dans toutes les des grandes manifestations des pays de la région durant le printemps des peuples, qui est la mafia économique. Alors il y a eu un soulèvement, même en Syrie d'ailleurs, il y a eu un soulèvement évidemment contre les Moubarak et ses fils. La Tunisie, je n'en parle même pas. Vous vous rappelez les manifestations contre le contrôle de la famille Trabelsi de l'économie tunisienne. Et on l'a eu au Maroc avec l'ONA. Il y a eu des manifestations durant le mouvement du 20 février sur l'ONA. Et en fait, pourquoi il y a eu ça? Parce que la parade des régimes autoritaires au PAS, c'était de dire « Ah, très bien, vous les organismes internationaux, vous ne voulez plus de l'État, vous voulez du privé, il n'y a pas de problème. Le privé, c'est nous. Littéralement, c'est nous, notre famille, à nous. Ce n'est pas les entrepreneurs du pays, c'est... Et malheureusement, et ça, à mon avis, c'est l'une des grandes critiques qu'on peut faire, d'ailleurs pas seulement aux organismes internationaux financiers, mais aussi aux régimes occidentaux alliés, c'est qu'ils ont fermé les yeux sur ça. Non seulement ils ont fermé les yeux sur ça, mais qu'ils en ont profité, ils en profitent toujours aujourd'hui, je vais en parler dans le cas du Maroc. Le Hassan II, et ça c'est une phase qui n'est pas encore, d'ailleurs c'est un de mes projets d'écriture, c'est que Hassan II, de façon très intéressante, n'est pas tombé dans ce piège. Parce que Hassan II, effectivement, a créé l'ONA, avait développé l'ONA, mais c'était avant les années 90. Et en réalité, et ça c'est quelque chose que nous avons chroniqué au journal, il était en retrait. Et il y a des opérations très précises, si plus tard certains d'entre vous veulent avoir des détails, je peux vous donner des détails très précis, sur des opérations de l'ONA qui démontraient que Hassan II était en train de se retirer. Et c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai vérifié auprès de proches qui m'ont donné des détails très précis d'événements très précis qui montraient que Hassan II prenait du recul. Alors qu'est-ce qui s'est passé après la mort de Hassan II? L'exception, elle est partie. Et en fait, Mohamed VI a régénéré la rente géostratégique en jouant sur la lutte antiterroriste. Évidemment, c'est vrai, il y a eu le septembre 2001, mais il y a eu aussi 16 mai 2003. Donc les 5 attentats coordonnés à Casablanca le vendredi 16 mai 2003. Et ça a été un cadeau en fait au régime qui a utilisé ça à fond et qui a fait ce que Ben Ali avait fait avant, ce que les autres avaient fait avant. Lui, le régime marocain ne commence à le faire en fait qu'à partir du début des années 2000 à fond. Et d'ailleurs, le tournant sécuritaire qui est en train d'atteindre des sommets aujourd'hui a commencé à ce moment-là. Ça a commencé avec l'Ain Negri. Hamouchi est une continuation de l'Ain Negri. C'est-à-dire tous les modes de répression à la Ben Ali que nous voyons aujourd'hui, mettre des caméras dans les chambres à coucher des gens, ce genre de joyeuseté, de rendre public les comptes bancaires de Omar Radi, tout ça, en fait, ce souffle-là avait commencé déjà avec Hamidou Negri, justement aux alentours des années 2001, 2002, 2003, etc. Et puis, sur le plan des affaires,
ça a été alors les hommes d'affaires du roi étaient enragés, je veux dire, et ça, à mon avis, c'est l'une des raisons principales qui ont mené à la perte du journal, qui a été fermé en 2010. Moi, ils m'ont viré du Maroc avant de fermer le journal. Moi, je suis parti en 2007. Le journal a été, vous avez dit 2006, en fait, le journal m'a survécu pendant 3 ans. Et nous, étant donné notre passé, parce que la plupart des fondateurs du journal étaient dans l'économie, moi j'étais banquier avant, etc. Et donc c'était des sujets qui nous intéressaient, pour lesquels on avait des outils intellectuels. Et donc on avait, de façon continue, on avait analysé ce que faisait l'ONA. Et puis surtout, je pense que ce qui était subversif, le mot est grand, c'était qu'on faisait de l'économie politique. C'est-à-dire que on s'intéressait à la dimension institutionnelle de l'évolution économique du pays, et que toujours on trouvait la relation entre la situation politique du pays et ce qui se passait au niveau des affaires, au niveau le plus poussé possible. Et nous étions contre cette dérive-là, et nous avons été très, très, très publics et ostentatoires dans notre rejet de la prise de contrôle de l'économie privée par la monarchie marocaine. C'est Mohamed VI qui est devenu le premier banquier du pays. Hassan II n'était pas le premier banquier du pays. C'est Mohamed VI qui est devenu le premier assureur du pays. Hassan II n'était pas le premier assureur du pays. C'est Mohamed VI qui aujourd'hui contrôle une grande partie du marché de l'énergie. Je ne parle pas parce qu'il y a un gros point d'interrogation sur Africa, mais en tous les cas sur tout ce qui est énergie renouvelable, et pas seulement renouvelable d'ailleurs, le charbon, où entre guillemets il est en business avec l'État français à Safi, dans l'usine de production d'électricité au charbon. Il est co-actionnaire avec Engie, qui est donc une société contrôlée par l'État français. C'est pour ça que je n'ai jamais cru qu'il y allait y avoir la fin des relations entre le Maroc et la France. Il y a trop d'intérêts communs, il y a parfois, souvent pour de mauvaises raisons. Donc c'est là où on a eu cette espèce de voracité, que certains ont appelé prédation, mais de voracité économique, où les hommes d'affaires du roi n'ont eu aucun problème à utiliser les outils politiques que leur offrait l'État, avec la situation de sacralité qui, à mon avis, demeure. Quand je dis sacralité, ça veut dire que l'institution est au-dessus de la loi, et l'institution monarchique est au-dessus de la loi au Maroc, pour en fait enrichir la monarchie marocaine, avec des conséquences assez désastreuses sur le reste de l'économie privée. Donc voilà, donc il y a eu cette évolution. Alors, quand on parle des ressorts de l'autoritarisme, alors j'ai brossé un tableau assez large. Je n'ai pas encore parlé de la situation des relations politiques entre la monarchie, entre les élites autoritaires et leur environnement partisan. Mais quand on parle des ressorts de l'autoritarisme marocain, je pense qu'il y a plusieurs piliers qui d'ailleurs qui se retrouvent. C'est pas, je pense pas. Il y a des spécificités dans la manipulation de ces ressources, mais ces ressources-là sont les ressources traditionnelles de tout autoritarisme. Vous avez la dimension économique, je viens d'en parler. J'ai un peu décrit comment on est passé d'un contrôle à travers l'État à un contrôle à travers le privé, aux conséquences très, très problématiques. Pour rester sur le plan économique, l'une des raisons de la survie du régime, il y a deux raisons principales, je dirais, qui ont fait que le régime sur le plan social, et malgré les performances extrêmement faibles de l'État en termes de provision, de sécurité sociale, de protection sociale, etc., il a utilisé deux ressources principales, l'informel. Donc l'État a laissé l'informel courir, et la deuxième, c'est les travailleurs marocains à l'étranger. Et on ne peut pas, on ne peut pas surestimer l'importance de cette manne pour la survie de l'autoritarisme. Pourquoi ? Parce que d'abord c'est beaucoup d'argent, là aujourd'hui encore plus, parce que là on est aux alentours de 9-10 milliards d'euros, ce qui est énorme. On est presque à 7-8% du PIB, c'est très 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 élevé. Mais ce n'est pas que ça, c'est la nature de ces transferts. Parce que ce que j'ai l'habitude de dire, c'est que si demain, avec une baguette magique, on peut rassembler dans cette pièce tous les grands économistes de développement du monde, des prix Nobel, etc., et on leur dit, voilà, on vous engage pour combattre la pauvreté au Maroc. Et on vous donne, en fait, ce qu'on reçoit des RME, le même montant. On vous donne 8 milliards d'euros,
pour combattre la pauvreté. Il serait incapable de produire les mêmes résultats bénéfiques que nous obtenons naturellement à travers le fonctionnement naturel des transferts des RME. Pourquoi? Pour une raison qui est très simple. C'est que ces transferts ne passent pas par l'État. Donc il n'y a pas de déperdition en chemin. D'accord. Deuxièmement, et il y a eu des études qui ont été faites. Et quand je dis ça, c'est valable pour beaucoup d'autres pays. Hein. Et c'est des transferts qui vont directement aux pauvres. Parce que ce que les économistes de développement peuvent vous dire, c'est que le meilleur système d'aide, c'est les systèmes d'aide où vous identifiez un besoin chez une personne et vous donnez du cash à cette personne. C'est le meilleur système d'aide. Et c'est ce que font les transferts, et très exactement. Et lorsque les chercheurs se sont penchés sur l'utilisation de ces fonds, ils se sont rendus compte que cet argent allait à l'éducation, allait au logement, allait à la santé, etc. C'est-à-dire tout ce que l'État était supposé faire dans sa fonction de protection sociale, dans sa fonction d'éducation, de provision de ces ressources-là, eh bien c'est cet argent-là qui le fait. Et je crois que la totalité de la redistribution sociale au Maroc est aux alentours de 6 milliards d'euros. Les transferts RME sont supérieurs à cette manne-là. Donc, parfois je rigole, je dis Mohamed Sissa a gagné au loto, parce que les transferts RME ont doublé en 2001. Entre 2000 et 2001, les transferts ont doublé. Et donc, c'est une manne qui permet de stabiliser, de pacifier la société. Parce qu'évidemment, si quelqu'un avait le pouvoir de fermer le robinet d'un coup, la révolution, vous l'aurez demain matin. D'ailleurs, avec ce qui s'est passé avec le Covid, etc., ça donne un avant-goût. Et d'ailleurs, même en parlant de Covid, c'est quand même assez phénoménal de voir l'augmentation des ressources, donc des transferts, alors que la situation économique était mauvaise partout, elle n'était pas mauvaise qu'au Maroc. Ça veut dire que les Marocains qui vivent à l'étranger ont été encore plus solidaires de leur famille, des leurs, dans leur pays, en envoyant cet argent. Donc ça démontre une résilience qui est quand même assez intéressante, assez remarquable. Je ne suis pas spécialiste du phénomène, peut-être que ce n'est pas du tout exceptionnel, que c'est le cas pour tous les pays. Hein. Je ne sais pas s'il y a une spécificité à cette solidarité marocaine, mais en tous les cas, elle est assez impressionnante et elle est importante dans la stabilité sociale. Le problème de l'informel, c'est que l'informel comment dirais-je, c'est une solution de très court terme, et c'est une solution qui en réalité c'est une solution qui, j'allais dire, c'est comme les médicaments qui vous rendent addict. Parce que l'informel a ceci de particulier, c'est une tumeur maligne. Elle se propage. Vous ne pouvez pas dire, parce qu'à un moment il y a eu ce petit discours, il y a eu cette petite chanson, d'ailleurs d'obédience néolibérale. L'informel, c'est des entrepreneurs. Le farracha, etc. Ça reste dedans. C'est bien, les entrepreneurs, etc., etc. Et à côté, nous allons construire. Mais non, l'informel mange le formel. Parce qu'il concurrence de façon déloyale le formel. Et ça va très loin quand on parle d'informel. Ce n'est pas seulement les vendeurs à la sauvette, ce n'est pas seulement les gens de Derbrelef. C'est plus que ça. C'est des grandes entreprises qui sont dans l'obligation de passer, de sous-déclarer, etc., parce qu'ils sont face à un État qui, par définition, est prédateur. Et donc, vous aurez beaucoup de gens, c'est un domaine dans lequel j'ai opéré, qui sont d'une honnêteté absolue, qui préféreraient de loin payer tous leurs impôts et n'avoir aucun problème, mais ils sont dans cette situation qui est aussi propre à l'autoritarisme, qui est l'incertitude légale, parce que la loi, c'est pas ce qui est écrit, la loi, c'est ce que vous dit le pouvoir, même si elle est écrite, mais finalement, en fin de compte, c'est toujours une négociation, et c'est toujours une négociation à partir d'une position de faiblesse. Donc, au lieu de payer, je connais beaucoup de gens qui, au lieu de payer leurs impôts, ils savent qu'à un moment, ils vont négocier, il va y avoir un peu de corruption là, donc ils préfèrent garder leur argent pour s'arranger avec celui qui va venir leur dire il faut payer. Donc l'informel aujourd'hui, nous avons atteint les limites de l'informel. Est-ce qu'aujourd'hui, la loi de finances prévoit la protection sociale généralisée, qui je crois a été évaluée à 50 milliards de dirhams à mon avis. Mais il n'y a pas, on parle d'un financement, mais c'est très vague. C'est comment on va le financer. Et là, on retombe sur l'informel, parce que qu'est-ce que ça veut dire l'informel? L'informel, ça veut dire ne pas payer d'impôts. Ça veut dire pas de ressources pour l'État. Et donc l'État manque de ressources pour justement mettre en place cette protection sociale,
protection santé, etc. Donc nous avons atteint, je pense que nous sommes en train d'atteindre les limites de cette solution qui est l'informel. Reste les transferts des RME. La logique voudrait qu'à un moment, ça s'arrête parce qu'il y a une intégration de ces populations immigrées dans leur pays d'accueil et qu'en principe ça doit diminuer. Mais je ne suis pas sûr que ce soit le cas. Je pense que l'immigration, il y a une demande de la part des pays d'accueil qui est importante. J'ai donné une interview à RFI, mais ils n'ont pas passé ce passage. Aussi, peut-être qu'ils l'ont passé. Où je disais que, parce qu'on parlait du match de foot Maroc-France. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, le pays étranger, le plus grand pays étranger pourvoyeur de joueurs marocains nés dans ce pays étranger, qui ont grandi dans ce pays, n'est pas la France. C'est la Hollande et la Belgique. D'accord, la France arrive en 3e position, ce qui dit quelque chose sur la diversification des terres d'accueil en termes d'immigration. La France n'est plus le premier pays. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on sait que l'Espagne aussi, d'ailleurs, il y a 3 joueurs qui sont en Espagne. Absolument. Donc il y a l'Espagne, il y a l'Italie, il y a la Belgique, il y a la Hollande, etc. Donc ça aussi, je ne serais pas étonné que l'Allemagne aussi devienne une terre d'immigration importante pour le Maroc. Donc, sur le plan de l'économie, nous avons ces phénomènes qui ont permis au système de survivre, qui peuvent faiblir. Et de l'autre côté, nous n'avons pas la mise en place d'un secteur formel. Et la raison pour laquelle nous n'avons pas la mise en place d'un secteur formel, c'est parce qu'il y a un coût politique pour le régime. Le coût politique, c'est, je ne vais pas dire la démocratie, mais c'est la règle de droit. Parce que le formel ne peut pas exister. D'ailleurs, il y a eu, vous savez, un grand débat, est-ce que c'est la démocratie qui ramène le développement économique ou pas? Ça reste un débat ouvert. Vous avez, moi je suis plutôt de ceux qui pensent que la démocratie, quand on raisonne probabilistiquement, c'est-à-dire que ce n'est pas une relation mécanique, vous pouvez avoir des démocraties qui génèrent moins de croissance que des autoritarismes, mais si vous raisonnez probabilistiquement et que vous analysez l'évolution des régimes du monde ces dernières années, depuis que la démocratie existe, il y a un avantage à la démocratie. Par contre, ce qui a été établi de façon définitive, c'est qu'il y a un lien très fort, une corrélation très forte entre l'état de droit, la règle de droit et le développement économique. Et la question donc devient, qu'est-ce qui permet d'avoir la règle de droit? Et c'est là où on revient au probabilistique, c'est que généralement, c'est la démocratie qui le permet, parce que l'autoritarisme, comme je l'ai dit, se caractérise par l'incertitude légale, l'incertitude judiciaire et légale. Et donc nous n'avons pas réussi à produire une classe des affaires schumpeterienne, preneur de risques, qui peut faire face à la mondialisation, etc. On se retrouve avec une économie plutôt rentière et avec ceux qui s'enrichissent au Maroc aujourd'hui, pas tous, mais pour la plupart, le font à travers dans des schémas rentiers, non pas dans des schémas de concurrence réelle. Sur le plan politique, je pense que le Maroc, encore une fois, ce n'est pas une spécificité marocaine, mais j'ai quand même l'impression que le Maroc, et Hassan II en particulier, a poussé ce concept dont je vais parler le plus. J'appellerais ça la méthode prophylactique. C'est-à-dire et là aussi, il y a peut-être quelque chose de fascinant dans la comparaison des régimes de la région immédiatement post-indépendance. Et comment la nature des idéologies et des partis de la résistance contre le colonialisme français a coloré l'après-indépendance. Je pense qu'au Maroc, très rapidement, le Maroc quand même, on s'est retrouvé avec plusieurs légitimités, parce qu'il y avait quand même un camp national, donc pas seulement Hizb Istiqlal, mais bon, tout ce qui va avec, l'UNFP, etc. Et que donc il n'y avait pas que la monarchie, il y avait ce camp national. Et je pense que ça a un peu coloré, donc je pense qu'il y a quand même que le Maroc, qui effectivement a été très largement contrôlé, maîtrisé par l'institution monarchique, quand même cette institution monarchique devait faire attention, devait gérer cette autre source de légitimité qui était le mouvement national. Elle l'a fait à sa façon, la carotte, le bâton, etc. Je ne vais pas revenir sur les détails. Peut-être l'exemple le plus éclatant, il ne faut jamais oublier que Boun Barka était un signataire du manifeste de l'indépendance et un grand nom de la résistance marocaine. Je veux dire, Abdrahim Bouhabid est signataire du manifeste de l'indépendance. Donc il faut se rappeler, les gens parmi les premiers qui ont souffert de l'autoritarisme marocain, c'est des gens qui avaient cette légitimité-là. Donc il ne faut pas l'oublier.
Mais la monarchie marocaine a dû faire face à l'existence de cette autre source de légitimité, et c'est là où la prophylaxie entre en jeu. C'est que Hassan II a eu une attitude c'est comme quand vous avez un virus. Alors là, c'est quoi l'approche prophylactique? C'est que vous prenez un virus, et vous prenez la version faible du virus, vous l'injectez, d'accord, pour permettre à vos défenses de combattre ce virus. Et je pense que c'est un peu ce qu'a fait Hassan II. Pour moi, l'USFP domestiqué, c'est un virus affaibli qui permet de tenir à l'écart une gauche qu'on appelle radicale, mais qui était radicale pas par son marxisme, mais par son attachement à la démocratie, et radicale dans ses demandes de démocratisation immédiate et non pas nécessairement graduelle. Et la façon pour lui, justement, de les tenir à l'écart, c'était de ramener quelque chose qui leur ressemble, mais qui n'était pas aussi virulent, mais qui n'était pas aussi... Alors, quand on parle de prophylaxie, on parle d'intervalle de virulence, c'est-à-dire que le virus affaibli, il doit être maintenu dans un intervalle. La borne supérieure ne doit pas être dépassée, sinon il est trop virulent et il tue le corps hôte. Mais il ne doit pas être trop faible, il ne doit pas descendre en dessous d'une certaine limite, parce qu'il ne provoque pas la protection, il ne provoque pas les anticorps qui font que le corps est... Et en fait, on peut analyser, à mon avis, l'attitude du régime vis-à-vis de l'USFP, et dans une moindre mesure vis-à-vis du PJD, en ayant en tête ce concept-là. Beaucoup de gens, il y a beaucoup d'analystes qui étaient très perturbés par la relation entre le roi et le PJD. Ils ne comprenaient pas. Belkiran était très obédient, il était plus mkhzanien que les mkhzaniens, et pourtant on lui tapait sur la tête, Et à mon avis, on faisait ça parce qu'on considérait qu'il était arrivé qu'il était un peu trop présent en termes médiatiquement, qu'il parlait beaucoup, qu'il fallait le remettre dans le... Et quand il s'affaiblissait trop, et qu'on voyait que l'Adl Ihsan commençait à trop parler, etc., il fallait le remettre un peu dans le jeu. Donc on peut comprendre ça de cette façon-là, et cette approche me permet en tous les cas à moi de mesurer aussi quelque chose qui est très important, qui est une espèce de déperdition de technicité mkhzanienne. Je pense qu'aujourd'hui, le régime est moins équipé dans l'utilisation des outils mkhzaniens. Je pense qu'il y a un appauvrissement des élites aujourd'hui autour du roi. Et bon, c'est pas difficile de comparer ceux qui entourent le roi aujourd'hui à ceux qui entouraient Hassan II. Et encore une fois, ce n'est pas pour dire que Hassan II était démocrate ou ne l'était pas, je parle ici de puissance intellectuelle. Je veux dire, vous n'avez plus de Gdira, vous n'avez plus de Mzian Belfray, vous n'avez plus de Drejto, vous n'avez plus de... tous ceux qui, même pour revenir même aux années 60, des Mhamdi, enfin, il y avait quand même une densité intellectuelle qui n'allait pas toujours dans le bon sens idéologique, évidemment, on peut en parler, par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, quand même, c'est assez léger lorsqu'on compare à ces élites-là. Et d'ailleurs, moi, je mets ça, c'est pas la raison, c'est la seule raison, même la raison principale, mais je pense que une des raisons de cette phase problématique des relations franco-marocaines, c'est qu'au Maroc, ils ont perdu les codes et qu'ils n'ont plus cette connaissance fine des élites françaises, même si les élites françaises ont changé, que les élites macronistes, ce n'est pas les élites chiraciennes ou les élites sarkozystes que le président adorait, que c'est autre chose, c'est une nouvelle espèce d'hommes politiques français, mais je pense que la capacité d'adaptation au renouvellement des élites en France a été très fortement affaiblie par une déperdition intellectuelle au sommet de l'État. Donc ça aussi, ça joue, et je pense que cette déperdition intellectuelle joue aussi dans l'attitude vis-à-vis des politiques. J'ai parlé du prophylactique. Le prophylactique, ça veut dire que vous avez une capacité d'analyse qui vous permet de déterminer les intervalles. Et il vous faut une connaissance fine du champ politique pour pouvoir le faire. Et je pense que la violence de l'attitude vis-à-vis du PJD démontre, à mon avis, une incompétence mkhzanienne, autoritariste, si je peux me permettre cela, parce que Benkiran, c'est le rêve pour tout régime autoritaire. Je veux dire, à mon avis, ils auraient pu utiliser Benkiran pendant longtemps encore, alors qu'ils l'ont consommé très vite. Et d'ailleurs, je rappelle que Yousfi a été surconsommé par Mohamed VI, pas par Hassan II. Les humiliations de Abdelrahman Yousfi, ça les gens l'ont oublié, sont arrivées après 99.
Mais de 98, février 98, quand il a été choisi Premier ministre, jusqu'au décès de Hassan II, Hassan II faisait attention à la réputation de Abdelrahman Yousfi. D'ailleurs, je me rappelle du dernier discours de Hassan II, juste avant sa mort. Il avait fait un discours d'ailleurs qui était lié à la France, puisque c'était juste après parce qu'il y avait eu le 4 juillet, la garde royale avait défilé, je ne sais pas si vous vous rappelez de cet épisode, aux Champs-Élysées, absolument. Et il avait, dans son discours, il avait dit j'ai deux grandes fiertés, c'est le fait que la garde royale défile sur les Champs-Élysées, et la deuxième licence GSM, parce que le Maroc avait... Et il avait dit, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué à l'époque, il avait dit, lorsque j'ai su quel était le montant qu'on avait généré grâce à la vente de cette deuxième licence GSM, donc Télécom, j'étais tellement content que j'ai voulu partager ma joie avec Saad Abdelrahman, qui était à l'époque hospitalisé, et je suis allé à l'hôpital pour lui annoncer. Le roi ne fait pas ça en règle générale. C'est très marquant, c'est très... Je veux dire, vous vous mettez à la place d'Abdelrahman Yousfi qui était très sensible aux honneurs. Je crois que c'était son grand défaut. Il n'avait pas d'autre défaut, il n'était pas véniel, c'était pas un homme corrompu, c'était un homme honnête de ce point de vue-là, mais il était très sensible aux honneurs. Eh bien, Hassan II lui a fait l'honneur ultime de dire aux Marocains, je respecte tellement cet homme, j'ai tellement d'affection pour cet homme que je suis allé le voir à l'hôpital pour lui annoncer cette bonne nouvelle. Et amusez-vous à voir ce qui s'est passé avec Abdelrahman Yousfi après. Et pour moi, ça, c'est de l'incompétence politique, ce qui s'est passé après, parce qu'en réalité, Hassan II, étant qui il était, savait très bien l'usage qu'il faisait de l'USFP à la tête du gouvernement marocain. Donc, de ce point de vue-là, à mon avis, il y a aussi une déperdition. Sur le plan symbolique, alors là aussi, je trouve qu'il y a une évolution fascinante de la société marocaine, et j'en veux pour preuve un rapport qui date aujourd'hui, qui date de 2006, et un sondage. Alors le rapport, c'est un rapport que le journal avait publié, qui n'est plus secret aujourd'hui, puisque ses auteurs, Emmanuel Todd et Youssef Kourbaj, l'ont publié en livre après le printemps arabe. Mais à l'époque, il était confidentiel. Je l'avais obtenu grâce à un journaliste français d'ailleurs, paix à son âme, Philippe Cohen, qui était à Marianne. C'est grâce à lui que j'ai pu l'avoir, parce que c'était un rapport secret, confidentiel, que le ministère de l'Intérieur avait commissionné à Emmanuel Todd et Youssef Kourbaj. Et on l'avait publié en 2006. Et que disait ce rapport? Et c'est comme vous le savez, Emmanuel Todd et Youssef Kourbaj sont des spécialistes de la démographie, de l'analyse démographique. Et ils avaient dit que, en fait, la conclusion du rapport, c'est que l'analyse démographique de la société marocaine démontre qu'elle s'est très fortement modernisée. Donc à travers, et surtout, bon, c'est beaucoup plus complexe, mais la donnée principale, c'est la chute vertigineuse, qui n'est d'ailleurs pas seulement, c'est ce qu'ils ont dit d'ailleurs dans leur livre après le printemps arabe, la chute vertigineuse du taux de fertilité, qui est un indicateur très fort de modernisation sociale. Enfin, vous connaissez l'histoire, les femmes ont plus de liberté, peuvent participer plus à la vie publique, ça change les rapports entre hommes-femmes, etc., etc. Et donc ils avaient expliqué, d'ailleurs c'est ce que dit Emmanuel Todd, il dit vous vous trompez sur l'histoire de la femme dans le monde arabo-musulman, en réalité sa position est beaucoup plus moderne que vous le pensez, vous êtes obnubilé par le voile, etc., etc., mais quand on analyse en fait la démographie de ces pays-là, vous vous trompez, même l'Iran d'ailleurs. Il dit la femme est a une position beaucoup plus prégnante que ce que vous dites, hein, c'est son avis. Et donc ils disent, et la conclusion très intéressante parce qu'ils le disent sans le dire, c'est qu'il y a en fait un décalage entre les institutions politiques et la réalité de la société. Parce qu'il y a eu cette évolution-là. Le sondage, c'est un sondage qui est beaucoup plus récent, qui date, je crois, de l'été dernier. Non, l'été d'avant, l'été d'avant. C'est un sondage qui est publié par un groupe qui s'appelle le baromètre arabe, c'est en anglais, le baromètre arabe, et donc l'un des principaux acteurs, c'est l'université de Princeton. Et ils font donc des sondages réguliers sur le monde arabe. Et ils ont fait un sondage sur les jeunesses du monde arabe. Et ce qui m'a beaucoup frappé, d'ailleurs je suis étonné qu'on n'en ait pas fait plus grand cas. D'ailleurs je suis en train de réfléchir à écrire quelque chose par rapport à l'équipe nationale du Maroc et la relation jeunesse, etc. C'est que la jeunesse marocaine est la jeunesse la plus rebelle du monde arabe. C'est-à-dire que quand ils posent des questions par exemple les questions sur la participation aux activités politiques, les deux pays qui sont en tête, et la question c'est est-ce que vous avez participé à des manifestations, c'est le Yémen qui a une guerre civile et donc et le Maroc, très loin devant les autres pays. Hein.
Et surtout, c'est l'écart, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est l'écart avec les 18-29 ans, l'écart entre eux et ceux qui sont plus âgés, en termes de vision par rapport au pouvoir, par rapport au régime, par rapport au gouvernement. Et donc nous avons véritablement une jeunesse et quand je dis dissidente, c'est parce que l'intérêt c'est la comparaison, c'est que par rapport aux autres pays, nous avons une jeunesse qui est beaucoup plus mécontente de la situation que des autres jeunesses dans les pays de la région. Et je pense que c'est dû, et là je veux parler de l'autre aspect, l'autre outil qui est l'outil de la ressource symbolique, donc religion, identité, etc., c'est que nous avons aujourd'hui une nouvelle société marocaine. Le Mkhzen fait une erreur très importante à mon avis, c'est qu'il ne réalise pas que le Maroc est en train de changer, que nous avons une société émergente qui est nouvelle, et l'une des raisons étant évidemment l'accès à des outils de communication qui n'existaient pas avant. Donc malgré tous les torts d'Internet, de Facebook, etc., dans nos pays, d'ailleurs pas seulement au Maroc, il y a ce rôle, entre guillemets, de démocratisation, d'entrée dans l'espace public. Parce que c'est un quasi-espace public qui est différent, je vous l'accorde, mais quand même, cette possibilité n'existait pas avant. Les gens n'avaient pas la possibilité de commenter, de poster, de machin, etc., etc. Et ça a créé, et là aussi, je suis tombé sur un article académique récent qui démontre très bien comment l'accès à Internet, en fait, est précurseur et équipe une société à plus de critiques vis-à-vis de ces régimes. Et là, je parle des régimes autoritaires. Donc, ce sont des choses qui sont de plus en plus établies académiquement. Et c'est ce qui se passe chez nous, avec évidemment l'ouverture sur le monde, voir un peu ce qui se passe ailleurs. Donc, de ce point de vue-là aussi, je pense que le régime a un problème. Et d'ailleurs, c'est un concept qui est connu, enfin, de ceux qui travaillent sur la transitologie, c'est le dilemme du dictateur. Alors, le dilemme du dictateur, c'est un concept qui a été la première fois énoncé par George Shultz, l'ancien secrétaire d'État, je crois, de Ronald Reagan, dans les années 80, et il l'avait énoncé pour parler de l'Union soviétique. Et il avait prédit la chute de l'Union soviétique par la nécessité du régime soviétique de permettre une plus grande liberté de circulation de l'information, parce que c'était la seule façon de maintenir un semblant de développement économique. Et que cette circulation de l'information allait avoir un effet boomerang. Ça s'appelle le dilemme du dictateur. C'est-à-dire que le dictateur, pour maintenir un minimum de stabilité donc et même de contrôle, George Shultz avait été plus loin, c'est que même pour avoir un système sécuritaire puissant, il fallait que ce système sécuritaire soit intellectuellement plus équipé. Mais équipé, ça veut dire que cette ressource intellectuelle peut se retourner contre le régime lui-même. Et c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé dans ces régions-là. Je m'amuse, j'enseigne un cours médias et conflits, je m'amuse à montrer à mes étudiants un graphe de l'activité Internet en Égypte durant la Révolution. Et je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire. En janvier 2011, il a coupé Internet. Et donc le graphe est très intéressant parce que vous avez l'activité, plus rien. Et je demande aux étudiants, à votre avis, qu'est-ce qui s'est passé après ? Et parfois, certains trouvent la bonne réponse. La bonne réponse, c'est qu'il l'a rétabli très rapidement. Et pourquoi il l'a rétabli très rapidement ? Parce que dans la journée ou les 2 journées où l'Internet a été fermé, l'Égypte a perdu pratiquement $100 millions de revenus. Pourquoi ? Parce que Internet est maintenant dans l'ADN des économies. Vous ne pouvez plus vous passer d'Internet. C'est plus possible. D'ailleurs, est-ce que vous vous rappelez de la période quand le Maroc a fermé tout ce qui est VoIP, tout ce qui était WhatsApp, Skype, etc. D'ailleurs, c'était pour protéger Wana, l'entreprise du roi, parce que, comme vous le savez, ces entreprises se font beaucoup d'argent sur les appels internationaux, et qu'à un moment, ils se sont dit, c'est plus possible, les gens n'utilisent plus il fallait absolument... Et ils ont coupé tout ce qui était, pas Internet, mais tout ce qui était... Je ne sais pas comment dire ça en français, WhatsApp, Signal. Pardon ? Skype, absolument. Tout ce qui est Skype, WhatsApp, tout ce qui permet en fait d'utiliser le Wi-Fi ou la 4G ici, mais le Wi-Fi pour parler, pour faire des appels. Faire des appels gratuitement. Absolument. Et il y a eu une étude très intéressante de la Brookings Institution en 2016, et ils ont donc analysé le coût des coupures dans plusieurs pays, parce que c'est arrivé en Inde, Le Maroc a perdu plus de $300 millions dans cette fermeture-là. Et donc, ils ont été obligés de le rétablir. Pourquoi ? C'est très simple. Au Maroc, on est très fiers de dire nous avons les centres d'appel. Les centres d'appel, ça fonctionne avec Internet. Ça fonctionne avec ça. Si il n'y a pas ça, il n'y a plus de centres d'appel. C'est pas possible.
Et donc, ils ont été obligés de le... Donc ça, on est vraiment dans le dilemme du dictateur. Donc on est aussi dans cette phase où la nécessité du développement économique, qui est une nécessité absolue, évidemment, puisqu'un État ne peut pas survivre à l'appauvrissement perpétuel de sa population. À un moment, ça éclate. Fait que cette nature de cette économie fait que, en réalité, la société devient plus outillée pour critiquer ses gouvernants. Et puis enfin, il y a l'aspect, j'ai parlé tout à l'heure du renversement, de la rente géostratégique, etc. Et ça a eu évidemment un impact sur les relations internationales et sur la diplomatie marocaine. La diplomatie marocaine, je ne sais pas si c'est certainement quelque chose que vous avez observé, c'est qu'on a eu une diplomatie des droits de l'homme à un moment. C'est-à-dire qu'on avait des Herzni et des Khadija Rouissi et Allah yarhamou, des Benzikri, qui en fait étaient devenus des VRP du régime marocain, qu'on faisait parader dans les pays alliés pour démontrer à quel point le Maroc avait évolué au niveau des droits de l'homme. Aujourd'hui, notre diplomatie, elle est sécuritaire, c'est le Hemmouchi. Aujourd'hui, vous les Occidentaux, généralement, vous devez nous soutenir parce qu'on vous protège des terroristes et on vous aide même chez vous parce que vous ne savez pas gérer vos propres problèmes sécuritaires, on vous aide. Vous vous rappelez de l'histoire du Bataclan, c'est le Maroc qui a donné l'information, qui a permis d'arrêter etc. Absolument. Et donc c'est devenu une diplomatie qui est beaucoup plus sécuritaire et qui est devenue beaucoup plus agressive, à mon avis de façon pas très intelligente. Et quand je dis pas très intelligente, je ne parle pas d'un point de vue normatif droit de l'homme, je parle vraiment d'un point de vue d'intérêt bien compris, même du Mkhzen, avec l'aliénation des Allemands, d'alliés, les États-Unis aussi, parce que contrairement à ce qu'on peut penser, les rapports ne sont pas au beau fixe avec les États-Unis. Alors il y a eu cette espèce de virilisation, à mon avis, qui n'a pas de sens, mal pensée, mal comprise, de la diplomatie marocaine, qui s'appuie, sur l'idée que les Alliés, tant qu'on est de leur côté sur le plan sécuritaire, ils vont manger, ils vont... je suis en train de traduire de l'arabe. Ils vont faire ce qu'on veut, enfin, ils vont nous soutenir. Et puis l'autre dimension d'économique de rente. Et là, je reviens sur l'économie rentière. Je veux dire, il faut qu'on ait un débat sur les investissements français au Maroc. C'est inacceptable. On parle d'Akhnouch et de lobby pétrolier. Le deuxième opérateur s'appelle Total. D'accord? Donc Total fait partie de cet oligopole qui est en train d'appauvrir les Marocains, littéralement. Il n'y a pas que Akhnouch, il y a aussi Total, ils sont deuxièmes. Les cimenteries, Lafarge Holcim, qui n'est plus totalement française parce que c'est helvétique, c'est beaucoup plus international, mais Lafarge Holcim, qui opère au Maroc, Lafarge Holcim Maroc, est à 50% Lafarge Holcim international et 50% El Meda, c'est-à-dire le roi. C'est une entreprise qui est dans un système oligopolistique au niveau national, mais sur le plan régional, c'est un monopole. Lafarge Holcim sur le nord-ouest du Maroc, il n'y a que Lafarge Holcim. Et c'est l'endroit du Maroc où il y a le plus d'investissements d'infrastructures. Et le plus grand consommateur de ciment, c'est l'État. Donc vous voyez un peu la problématique. La marge commerciale, et c'est comme ça qu'on peut mesurer la rente. Une façon de mesurer la rente, c'est quand vous avez une même entreprise qui a les mêmes activités à l'étranger et dans votre pays, mesurez sa marge commerciale. D'accord? La marge commerciale de Lafarge Holcim à l'international est de 15%. La marge commerciale de Lafarge Holcim au Maroc est de 33%. Plus du double. D'accord? Donc nous sommes dans un cadre rentier. J'ai parlé tout à l'heure de Safi, qui d'ailleurs pose un problème. Je ne sais pas s'il y a des gens d'origine safiote parmi vous, mais Safi est une ville qui est d'ailleurs la ville d'origine de ma maman, et donc j'ai de la famille là-bas. Parler à des Safios, l'une des premières choses dont ils vont vous parler, c'est la pollution. Il y a un grave problème de pollution à Safi, qui était dû avant à le soufre, etc. Aujourd'hui, c'est aussi cette entreprise qui utilise le charbon pour produire de l'électricité, où le roi est actionnaire, mais il est actionnaire avec qui? Il n'est même pas actionnaire avec un privé français. Il est co-actionnaire avec l'État français, avec Engie. Le TGV, à mon avis, le mot peut paraître fort, mais c'est un crime contre l'économie marocaine. Le Maroc est un pays de villes moyennes qui sont à des distances moyennes. Le TGV, c'est pour les grandes métropoles à distance longue. Mieux que cela, il y a eu une étude que je n'ai jamais réussi à avoir de la SNCF qui avait été commanditée par l'Agence française de développement. Et la SNCF, les experts de la SNCF ont dit c'est de la folie.
Il n'y a pas besoin Pourquoi? Parce que, et c'est aussi le problème des autoritarismes, la notion de coût d'opportunité n'existe pas. C'est le fait du prince, c'est-à-dire que le roi veut quelque chose de clinquant, parce que Sarkozy avait besoin de faire travailler des gens en France, donc il fallait qu'Alstom vende, etc. etc. Mais bon, c'est vrai, les Français financent, mais ils financent comment? Ils financent par de la dette. On doit repayer cette dette. Et donc on se retrouve avec un TGV qui devait coûter 2 milliards, qui en a coûté plus d'ailleurs, alors que notre système d'éducation est à l'abandon, alors que notre système de santé est en ruine, etc. etc. Et ce qui me permet de parler d'un aspect que j'ai oublié de mentionner quand j'ai parlé de l'économie, c'est l'histoire des infrastructures. Aujourd'hui, et ça, moi je le vis avec des amis, avec même mes étudiants, parce que je fais beaucoup de voyages d'études au Maroc, ils sont abasourdis par l'aéroport de Marrakech, par les autoroutes, quand on voyage, quand on va à Casablanca, etc. etc. Mais le problème c'est quoi? C'est que nous avons les investissements d'infrastructures les moins profitables de la Terre. Parce que à quoi servent des infrastructures? À générer de la croissance. Donc vous mesurez vos investissements d'infrastructures à l'aune de la croissance que vous générez. Elles ne génèrent pas de croissance, ou très peu. Pourquoi? Parce que ces investissements-là, contrairement à des systèmes démocratiques où la décision d'investissement est la résultante d'une loi de finances réelle avec des intérêts qui sont agrégés, arbitrés, etc. Et on arrive à une solution qui est optimale pour la communauté. Chez nous, il n'y a pas ce processus-là. C'est bien d'avoir un opéra à Marrakech. Ben, on a un opéra à Marrakech. Vous pouvez me dire combien il y a eu d'opéras à Marrakech? L'immeuble Goldora qui nous ont mis là, aussi un truc d'opéra au Bourg-Grec, qui est un truc énorme. Machin. Le théâtre, je veux dire, bon, je veux bien. Le musée d'art moderne à Rabat. Je veux dire, bon, ça fait bien, ça permet à des Tahar Belgiloun et compagnie de dire le Maroc c'est fantastique, etc. etc. Mais à côté, vous avez des gamins qui mendient dans la rue, qui ne vont pas à l'école. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas le système politique qui permet les arbitrages qu'il faut pour que les ressources du pays aillent aux priorités. Nous avons le fait du prince, et le fait du prince, c'est le clinquant. Et donc nous avons effectivement des taux d'investissement qui sont énormes. Le Maroc, c'est la Chine au niveau des taux d'investissement, mais avec un rendement qui est extrêmement faible. Alors juste, je suis désolé, je suis revenu sur l'économique, donc je finis avec la dimension relations internationales et avec les derniers développements. Alors le dernier développement, c'est que je pense que le régime marocain pense que le totem d'immunité par rapport aux alliés s'appelle la normalisation avec Israël. Moi, je ne considère pas que la raison première de la normalisation avec Israël, ce soit l'affaire du Sahara. Moi, je pense que, c'est vrai, c'est une partie de la logique, mais à mon avis, la première raison principale, et je dis ça en étant ici en France, et en fait, ça aurait encore été plus important que je le dise aux États-Unis et pas en France, c'est que les élites marocaines considèrent que quels que soient les méfaits de ce régime, qu'en fin de compte, les alliés occidentaux vont dire mais après tout, ils ont normalisé avec Israël. Après tout. Et d'ailleurs, c'est très intéressant les débats avec le drapeau palestinien de l'équipe nationale, où les gens découvrent que les Marocains ne sont pas pour la normalisation. Alors qu'il y a eu des sondages, alors qu'il y a eu... C'est pas parce que la police marocaine interdit les manifestations que les gens sont mécontents, ne sont pas mécontents. Et là, on découvre que non, et d'ailleurs pas que les Marocains, les Tunisiens aussi ont porté le drapeau palestinien. Tout le monde portait le drapeau palestinien. Pour le régime marocain, et en fait, c'est encore mieux que le peuple soit contre la normalisation. Parce que ça veut dire, vous avez besoin de nous. C'est grâce à nous qu'il y a la normalisation. Mais si on vous laissait en face de cette société-là, jamais vous n'auriez la normalisation. Avec évidemment une espèce moi, ce que je trouve assez même odieux, c'est véritablement cette espèce d'obsession avec l'identité juive marocaine qui est réelle. Tout à coup, on découvre que la judéité fait partie de l'identité marocaine. C'était le cas avant, je veux dire, c'est pas nouveau. Et pourquoi c'est problématique? Parce que moi je considère que c'est antisémite de faire ça. Parce qu'on fait porter à la judéité les crimes du sionisme. Or ce sont deux choses différentes. Nous, effectivement, le judaïsme et la judéité sont une partie importante et intégrale, je considère, de qui on est dans cette région-là, mais ça ne veut pas dire qu'il faille non seulement normaliser avec Israël, mais normaliser avec le Israël d'aujourd'hui. L'Israël, donc B'Tselem, Amnesty International et Human Rights Watch, qui ne peut pas être considéré comme antisioniste, ont dit que c'était un état d'apartheid. C'est l'Israël de Ben Gvir, qui est un raciste. Le système politique israélien a produit, c'est pas nouveau, mais a produit du fascisme. C'est avec cet Israël qu'on va normaliser.
Si au moins on était avec un Israël qui avait produit des élites, qui cherchaient à résoudre le problème palestinien d'une façon à peu près correcte, on peut dire oui, on est en train, c'est vrai, on peut le concevoir, on est en train de pousser à la roue vers la défense des intérêts des Palestiniens, etc. Mais on le fait avec un Israël qui serait... Et donc, ce qu'on est en train de faire, et c'est pour moi ce qui est très grave, c'est que les régimes arabes qui ont normalisé avec Israël, quel message ils ont envoyé aux Israéliens? Tapez-nous sur la gueule et on va vous suivre. Massacrer les Palestiniens, vous n'allez payer aucun... Non seulement vous n'allez payer aucun prix, mais au contraire, ça va vous servir. Parce qu'on normalise avec vous alors que vous vous êtes radicalisé vis-à-vis des Palestiniens. Et donc, mais pour les Marocains, pour eux, c'est le totem d'humilité. J'utilise un terme de télé-réalité, mais c'est un totem d'humilité. C'est que pour eux, tout est réglé, voilà, nous sommes... Et maintenant, on nous bassine, parce que ça devient... Vous ne pouvez pas ouvrir un journal du pouvoir sans qu'on vous parle des saints où il y a le judaïsme et l'islam, ce qui est très bien par ailleurs. Mais là, le problème, c'est que cette judéité-là est instrumentalisée pour justifier un rapprochement avec un pays qui est un pays d'apartheid, qui a commis un politicide vis-à-vis du peuple palestinien. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter ici, je peux même peut-être trop parler. Du tout. Mais bon, il y a beaucoup d'autres choses dont on peut parler plus tard. Mais bon, voilà, je pense qu'on est dans cette phase où ces éléments de maintien de l'autoritarisme, à mon avis, sont en train de faiblir. Je ne suis pas persuadé qu'ils vont faiblir au point qu'il y ait un changement de régime. Et surtout, je suis à peu près certain que les élites aujourd'hui au pouvoir ne sont pas tout à fait conscientes de cet affaiblissement-là, vu leur comportement récent. Et merci pour Moi j'ai deux questions, une en matière politique étrangère et l'autre en politique intérieure. En politique intérieure, je ne pense pas me tromper en disant qu'à l'avènement de Mohamed VI, un personnage qui était très connu en France, qui s'appelait Driss Basri, a été écarté du pouvoir. Je crois qu'il même d'ailleurs il est mort à Paris. Oui. Est-ce qu'on vous entend? Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? Quel était le motif, en fait, si vous voulez, de cette mesure, puisqu'il démentait son père, en quelque sorte. Et en matière de politique étrangère, quelle évolution voyez-vous des relations entre l'Algérie et le Maroc, et la Tunisie et le Maroc, puisque le roi a pris un coup de sang par rapport au Maroc, la Tunisie, quand le président tunisien a accueilli en chef d'État le responsable du Polisario à l'aéroport de Tunis. On rassemble les questions ou je réponds Non, à chaque fois? Il me semble. Parce que... Alors, la raison, entre guillemets, officielle du licenciement de Driss Basri, ça a été la répression des manifestations à Lyon en septembre 1999, qui avait d'ailleurs beaucoup arrangé, beaucoup servi l'image du roi dans les provinces, ce qu'on appelle chez nous les provinces du Sud, donc le Sahara occidental selon le droit international. Ça c'est peut-être un autre sujet, mais bon, moi je pense que c'était un prétexte. J'en veux pour preuve que cette attitude, ou cette décision qui devait être suivie, d'ailleurs le roi fait un discours, pour dire que dorénavant, c'est là où il avait parlé du Caucase et que les Sahraouis auront droit à la parole et qu'on leur permettra d'élire leur propre porte-parole et que ce seront eux que le Caucase sera élu. Le Caucase, c'est cette commission, ce conseil, je crois, que je ne me rappelle plus, de Sahraouis qui devait donc produire une solution au conflit du Sahara, être la voix des Sahraouis dans le conflit du Sahara, n'a pas eu d'effet. Mieux, c'est une partie que j'ai un peu escamotée, mais le Hassan II, Mohamed VI vire Driss Basri, tout le monde est content. On était contents nous aussi parce qu'effectivement il y a eu répression des manifestants comme d'habitude, j'allais dire. Et
Et donc Mohamed VI fait ce discours et il annonce, il dit ben, nous allons créer le Corcas et les membres du Corcas seront élus. Le discours, c'était le discours, si je me rappelle bien, de la marche verte du 6 novembre 99. D'accord. Le Corcas n'a pas été mis en place jusqu'à fin 2005. Pourquoi? Parce qu'en mai 2005, l'opinion publique sahraoui au Maroc a changé. Et il y a eu l'émergence, ils existaient, mais c'est à ce moment-là qu'ils ont pris les devants, d'une nouvelle génération de militants sahraouis, et c'est les Aminatou Haïdar, c'est les Salem Tamek, c'est les Moutaoukil, c'est etc., de jeunes qui, pour nous, et c'était notre attitude, nous, au journal, et nous étions, j'ai interviewé Mohamed Abdelaziz parce que je voulais tester à l'époque, je voulais entendre le leader de la cause sahraoui me dire ce qu'il pensait de l'autonomie. Parce qu'il se trouve que je suis convaincu par la solution d'autonomie, mais pas avec ce régime. C'est ça la différence. C'est pas avec l'autoritarisme qu'on réussira l'autonomie. Il faut qu'on démocratise. Le problème, il est là. Mais je pense que l'autonomie, de mon point de vue, peut être une solution viable. Et je voulais savoir ce qu'en pensait Mohamed Abdis, qui, entre guillemets, ne m'a pas dit non. Il ne m'a pas dit on est contre l'autonomie. Il m'a dit on verra plus tard, suivant ce qui se fait avec l'ONU, et on verra plus tard. Et son conseil diplomatique m'a dit non, on est avec l'autonomie. Pourquoi pas? Ça, je l'ai écrit. Je vous parle de avril 2000. Donc, Hassan II, Mohamed VI ne fait rien. Alors, non seulement il fait rien, il fait pire, c'est qu'il fait quelque chose. C'est le virage autoritaire du régime et le virage prédateur du régime. C'est-à-dire que là, en 2005, ça y est, on sait. L'élément sécuritaire a pris le dessus, les Nigri et ce qui s'ensuit ont fait ce qu'ils ont fait, il y a eu des arrestations massives, il y a eu de la torture, il y a eu des choses pas bien du tout, et en plus il y a cette espèce de voracité, de prédation économique, et là cette jeunesse-là va se dire bon très bien, puisque c'est comme ça, nous, on ne veut plus de vous. C'est-à-dire que les manifs de septembre, c'est ça qui est intéressant, les manifs de septembre 99, il n'y avait pas de drapeau de la raste dans les manifs. Les manifs de mai 2005, il n'y avait que des drapeaux de la raste. L'opinion publique avait changé. Et d'ailleurs, le Polisario avait mis de l'eau dans son vin, si je puis m'exprimer, en 2000, quand je leur ai parlé. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur qu'il y ait véritablement un vent de réforme au Maroc et que ça séduise vraiment les Sahraouis du Maroc. Et c'est pour ça qu'il faut les trouver. À mon avis, c'est pour ça qu'ils ont tergiversé. Mais quand ils ont été rassurés par ouf, le Maroc est aussi autoritaire qu'on veut qu'il soit, donc c'est bon, et ça a fini par antagoniser cette nouvelle génération de Sahraouis qui sont devenus les héros d'aujourd'hui des Sahraouis. Aminatou Haïdar, elle remporte des prix, la Gandhi Sahraoui, etc. Pardon? Sultana, absolument, Sultana Khayr. Donc il y a eu, et ça nous on l'a vécu, parce que pour nous, la fenêtre de tir du Maroc, c'était de jouer sur peut-être un double objectif de cette jeunesse sahraoui, qui était peut-être l'indépendance, mais en tous les cas la démocratie et la dignité. Il fallait jouer sur ça. Il fallait leur dire, bon, on ne va pas vous donner l'indépendance parce qu'on considère que c'est chez nous là-bas, mais vous allez vivre dans un État qui va, dans un régime qui va respecter votre dignité, où vous allez avoir votre mot à dire, où on va, la régionalisation, et ça c'est quelque chose que j'ai documenté, Hassan II avait en tête, une véritable fédéralisation du Maroc. Ça je le sais. Il avait fait travailler un groupe d'experts, le G14, je ne sais pas si vous vous en rappelez, il avait créé une espèce de think tank. Il les avait fait travailler sur un Maroc à 16 régions quasi fédérales. Et l'idée, ils étaient même allés très loin, ils imaginaient un système où il y aurait un premier ministre par région, avec un parlement. Ça, ce que je vous dis est... D'ailleurs, je vous le dis, on l'a écrit, parce que le journal avait sorti un numéro, le royaume fédéral, et c'était le royaume divisé, tout ça je l'avais écrit à l'époque. Dans le journal. Mais ce n'est pas du tout ça ce qui s'est passé. Et donc, nous avons perdu cette génération-là. Cette génération nous a été totalement perdue. On est retombé dans les travers on corrompt les chefs de file et on tabasse le reste. D'ailleurs, c'est ce que le régime sait faire avec tout le monde, pas seulement avec les Sahraouis. Donc, c'est une très longue réponse à une question que vous n'avez pas posée. Donc, par rapport à ça, par rapport aux relations Maroc-Algérie, le problème c'est que alors la nouveauté aujourd'hui qui est inquiétante, c'est que nous sommes en train de vivre ce que les experts de relations internationales appellent le dilemme de sécurité, the security dilemma. Alors c'est quoi le dilemme de sécurité? C'est lorsque vous avez deux États qui donc sont antagonistes, et qu'un des États ayant peur de l'autre État s'arme, parce qu'il a peur.
dans sa tête, c'est défensif. Mais quand cet État s'arme, pour l'autre État, c'est pas défensif, c'est offensif. Qu'est-ce qu'il fait? Il s'arme plus. Et l'autre s'arme plus, et l'autre s'arme plus, et c'est comme ça qu'on arrive à la déflagration. Bon, c'est tout bête comme situation, mais c'est il y a le début de ce phénomène entre l'Algérie et le Maroc. Les deux ont doublé leur budget militaire, les deux. Le budget militaire algérien est à 23 milliards d'euros, le budget marocain, il est passé de 10 milliards, les Algériens sont passés de 10 milliards à 23 milliards, nous sommes passés de 5 à 10, cette année. C'est des chiffres récents. Et effectivement, les Algériens, quelqu'un m'a expliqué ça, parce que je ne suis pas un spécialiste du régime algérien, mais quelqu'un m'avait expliqué, il me dit, vous pouvez tout dire du régime algérien, les généraux, la rente, tout ça, mais ils ont cette idée que c'est la dernière grande nation arabe qui a résisté aux complexes occidentaux, sionistes, machin, etc., qu'ils ont fait tomber l'Irak, qu'ils ont fait tomber la Syrie, que l'Égypte, ça fait longtemps qu'ils l'ont maîtrisé, et que le dernier bastion de ce non-alignement, c'est l'Algérie. Et pour eux, la relation israélo-marocaine, elle rentre dans ce cadre-là. C'est fait pour eux, c'est fait pour les domestiquer eux, c'est fait pour les attaquer. C'est peut-être vrai ou pas vrai, mais c'est ce que m'a expliqué cette personne. Et pour eux, c'est très très profondément ancré. Et évidemment, construire une usine de drones pratiquement à la frontière algérienne, c'est pas avec ça que ça fait pas des bons voisins, ce genre d'attitude. Et le fait d'utiliser bon, j'ai pas parlé de Pegasus, mais bon, qu'est-ce que je vous dis, même les Français, il y a ce livre incroyable de Chenot et Malbruno, il y a tout un chapitre sur ça où ils expliquent, ils donnent des faits, hein. Ils expliquent en réalité que la DGSE considère que la DGST marocaine est devenue une branche du Mossad en France, et que les Israéliens espionnent en France à travers la DGST, à travers et les données qu'ils fournissent, ils parlent de plusieurs procès, parce que les procès de sécurité nationale en France se font dans le secret, ils ne sont pas publics, donc on n'en entend pas parler. Il y a eu plusieurs procès de binationaux maroco-français qui travaillaient pour des entreprises stratégiques, et ils parlent de 2 cas, à Total et à Airbus, où ils ont été condamnés et mis en prison, parce qu'ils espionnaient pour les Marocains et les Israéliens. Et ça, c'est un livre, bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais en tous les cas, il y a cette idée et c'est, bon, l'histoire de Pegasus, Macron, des ministres, des journalistes, 2000 Algériens, enfin bon, ils s'en sont donnés à cœur joie. Entre guillemets, je fais partie de ce club pas très fermé, parce que c'est pas, enfin je veux dire, c'est des milliers, donc c'est pas vraiment une élite, quoi. Donc voilà, donc il y a cette histoire de Pegasus, et donc si vous êtes l'Algérie, vous avez un problème. Pour les Marocains, c'est le Polisario. Pour les Marocains, l'Algérie, c'est la source de nos malheurs, parce que sans Algérie, dans nos têtes, il n'y aurait pas de Polisario, et que donc les Algériens aujourd'hui peuvent pousser des cris d'orfraie parce qu'on s'acoquine avec les Israéliens, mais eux, ça fait des décennies qu'ils nous rendent la vie dure à travers le soutien au Polisario. Donc voilà, ce sont les deux perspectives. Maintenant, je ne pense pas que cette guerre froide va devenir chaude, parce que c'est trop grave pour les alliés importants des deux régimes d'ailleurs. C'est là où les Marocains se trompent. Les Marocains considèrent que l'Algérie est encore... Elle n'a jamais été d'ailleurs dans le camp soviétique, hein, ça c'est mon opinion. Mais qu'elle est toujours... qu'elle est pro-iranienne, je sais. Alors que non, que les Algériens ont des relations très fortes sécuritaires avec les Américains, avec tout le monde. Surtout maintenant avec l'histoire du Mali. Ils sont revenus en force dans la région, et donc les Français ont besoin de l'armée algérienne dans le Sahel, donc tout ça. Donc je pense que les Européens et les Américains ne peuvent pas se permettre une déflagration en Afrique du Nord. Et je pense que c'est pour ça d'ailleurs que les Américains sont mécontents des Marocains, parce qu'ils considèrent que les Marocains ont très mal utilisé la reconnaissance du Sahara. C'est-à-dire que les Américains ne sont toujours pas revenus officiellement sur la reconnaissance de la marocanité du Sahara, mais dans les faits, ils sont revenus. Ils ne parlent plus de marocanité du Sahara, les Américains. C'est que Trump, et quand Trump est parti, plus personne n'en a parlé aux États-Unis.
Et lorsque vous analysez les discours de Blinken, de Ned Price, qui est le porte-parole du ministère des Affaires étrangères américain, il parle du processus onusien. Les résolutions du renouvellement de la MINURSO se finissent toujours par une solution acceptée par les deux parties qui respectent le droit à l'autodétermination des populations locales, etc., etc. Donc, et les Américains soutiennent ça. D'accord ? Mais la raison pour laquelle les Américains sont mécontents, c'est parce qu'ils considèrent que le Maroc a mal utilisé cette carte qui était la marocaine, parce qu'ils l'ont utilisée pour enflammer la région, pour en fait élever le niveau d'instabilité ou le potentiel d'instabilité de la région par leur diplomatie agressive. Les Américains sont très mécontents que les Marocains aient des problèmes avec les Allemands, avec les Français, parce que ce sont leurs alliés aussi. Et c'est là où vous voyez, à mon avis, une incompétence de gestion de la partie marocaine. Parce que tout ça, c'est de l'évidence. Les Américains, ils ne vont pas arbitrer entre la France et le Maroc. On est fous de croire ça. Ils ne vont pas arbitrer entre l'Allemagne et le Maroc. Il faut être sérieux. Donc quand vous avez ça, quand vous savez ça, vous agissez en conséquence. Vous faites attention. Mais nous, on se bat contre tout le monde. On attaque les Allemands, on attaque les Français, les Espagnols. Quand ils lèvent un peu la tête, boum, on les machins, on les espionne. Donc c'est la situation actuelle. J'ose espérer qu'il y ait un début de réchauffement entre le Maroc et la France. Il y a des messages forts qui ont été envoyés au Maroc. Récemment, il y a quelques semaines, il y a eu je ne me rappelle plus du nom officiel qui est donné à ce processus onusien où tous les États passent par un examen des droits de l'homme toutes les 3 années. Examen permanent universel, et le Maroc s'en est pris plein la tronche, surtout de la part des Américains. Amusez-vous à lire, parce que c'est public, vous pouvez aller sur le site de l'ONU et vous pouvez le lire. Le pays qui a été le plus critique à l'encontre du Maroc, c'est les Américains. Et ça a commencé, d'ailleurs, ils ont fait quelque chose qui m'a ébahi, donc j'étais très content. Ils ont parlé de Souleymane Reyssoni, ils ont dit le nom, ils ont écrit le nom. Hein? Ils ont parlé de Reyssoni, ils ont parlé de Pegasus sans nommer Pegasus. Il y a un paragraphe qui parle d'espionnage, d'utilisation de systèmes informatiques pour espionner, etc. Ils ont été très 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 longs. Et la plupart des pays européens ont parlé des problèmes de la liberté de la presse, etc. Donc si je suis diplomate marocain, je me dis, bon, peut-être qu'il faut un peu calmer le jeu, peut-être que il faut un peu baisser le ton, être un peu plus réaliste et être plus efficace en réalité, parce que ce qu'ils font n'est pas d'une très grande efficacité. Et puis, pompon, cerise sur le gâteau, ce qui est en train de se passer sous nos yeux, qui est incroyable. L'histoire de l'Union européenne. Vous voyez, je ne sais pas si vous suivez ce qui se passe aujourd'hui avec l'Union européenne, mais c'est oui, absolument. Il y a Qatar et le Maroc. Il est en train d'émerger que le Maroc est l'acteur principal, absolument. Oui, je vous en prie. Oui, bonjour, puisque je suis Malika Benarabatou, on s'était vu au Parlement. Il y a quelques on a parlé années. 10 minutes. Attends, non, je vous arrête. Parce qu'on a parlé de vous. Oui, je disais à quel point vous nous avez aidés et que grâce à vous, je me suis fait rabrouer par Panzeri. Vous étiez avec moi. Parce que j'ai parlé, je crois que vous y étiez et il m'a. Allez-y, je vous en prie. Je donnerai plus de détails par rapport à ça dans un moment. En tout cas, merci d'être là et je suis très heureuse de vous revoir. Concernant, c'était une question que je voulais vous poser. Je pense que le séisme qui se déroule actuellement au Parlement européen, donc en 2 mots, je pense que les uns et les autres vous êtes au courant, vous avez suivi la presse. C'est une question de corruption. Ouais. Donc il y a une enquête très importante qui a été faite par un juge belge, qui est un mec extraordinaire. Je vous invite à aller regarder ses vidéos. Il parle de comment il travaille, etc. Il a réussi à sortir l'affaire et mettre en exergue le fait qu'il y ait une réelle corruption. Donc la première qui a été visée, c'est la vice-présidente du Parlement européen actuelle, Madame Kaili, qui est d'origine grecque, SD, donc elle est socialiste. Donc on a trouvé de l'argent de cash, c'est les pieds nickelés, hein. C'est incroyable. Dans des sacs, chez elle. Mais l'autre acteur, et là je veux revenir à ça, et c'était au moment où j'étais parlementaire, c'est là aussi où M. Panzeri, elle c'est socialiste aussi. Alors lui c'est pareil, on a trouvé 60 000 € chez lui en billets, et M. Panzeri a joué un rôle très important. Il était président de la délégation Maghreb entre 2009 et 2014. Ensuite, il a été à un moment
président de la sous-commission des droits de l'homme. Et ensuite, il a fait 3 mandats. Ensuite, il en est sorti. Mais il a continué à jouer et à faire jouer son réseau pour continuer à soutenir. Alors, au départ, on pensait que c'était uniquement le Qatar. Hein. On pensait que le Qatar avait soudoyé des parlementaires pour qu'ils aient des positions favorables au Qatar, et en diminuant le rôle concernant les droits de l'homme au Qatar. Mais un des assistants, qui est le compagnon de Mme Kaili, M. Georgi, a commencé à faire des aveux hier, et il a dit très clairement que le Maroc avait corrompu des députés, dont M. Panzeri. Donc je pense que ça va continuer à avoir un rôle, puisqu'on n'est qu'au début de l'enquête. Et ma question serait, selon vous, à partir du moment où il est clairement, avec des faits précis, que le Maroc a corrompu des députés, et donc a joué et a eu une ingérence dans les politiques européennes concernant le Maghreb et le Maroc en particulier, selon vous, quel effet ça peut avoir à court ou moyen terme? J'attends de voir ce qui va se passer au Parlement parce que, alors je ne sais pas si vous avez vu ce que l'avocat de Kaili, de Madame Kaili, je ne sais pas si vous avez vu sa déclaration. On est au courant de rien. Non, c'est pire. J'ai vu ça juste avant de venir dans ma chambre d'hôtel. Il a dit qu'elle opérait sous les instructions de José Borrell. Ah, carrément, mais ça, j'ai pas vu ça encore. Vous voyez ce que je veux dire? Donc moi, ce qui m'inquiète, je vais vous dire, ce qui m'inquiète, c'est que malheureusement, dans des cas pareils, c'est un peu comme l'affaire Epstein aux États-Unis. Quand il y a trop de personnes impliquées, quand l'élite est complètement dedans, généralement, ils arrivent à trouver un moyen pour... S'il y a beaucoup trop de... Voilà. Et moi, c'est ma crainte. Ma crainte, c'est qu'il y ait trop de corruption au point où le système va... Bon, j'espère aussi que les médias vont faire leur job, j'espère aussi que les juges vont faire leur travail, mais moi, c'est ma crainte de ce point de vue-là. Je pense que je suis un réaliste. Je pense que à un moment, encore une fois, on va arriver à la discussion. Bon, les Marocains, ils nous embêtent, mais bon, c'est notre allié. Que voulez-vous y faire malgré... Ça fait beaucoup, hein, Pegasus. Oui, je suis d'accord. Pour moi. Il y a quand même Macron a été espionné, enfin... Alors, il y a... Merkel aussi, à un moment donné, ça commence à faire beaucoup. Oui, je suis d'accord. Mais vous savez, je vais vous dire une chose. J'étais il n'y a pas longtemps à Berlin et je vais vous dire ce que j'ai dit à Berlin. Il y a 2 cas pour moi qui sont très emblématiques de la dimension nocive de la relation euro-marocaine. 2 cas. Arras et Hajib. Pourquoi? Parce que dans le cas de Hajib, et je ne parle même pas de leur culpabilité ou de leur... Je ne me prononce pas. D'accord? Je parle de faits qui sont établis, qui sont tellement établis, qui sont établis par l'ONU, par les groupes de travail à l'ONU, etc. Hajib a été livré aux Marocains par les Allemands, alors qu'il est citoyen allemand. Il a été... Arras, c'est encore pire. C'est encore pire. Arras, Balthazar Garçon, qui s'est trouvé être le procureur qui devait, ou juge, je ne me rappelle plus quelle fonction il avait à l'époque, il était juge. Et qui avait donné ordre pour qu'on le relâche. C'est-à-dire qu'il avait enquêté et il avait dit relâchez-le, il n'y a rien. Les Espagnols non seulement ne l'ont pas relâché, mais ils l'ont envoyé contre la décision judiciaire de leur propre État, ils l'ont envoyé au Maroc se faire torturer. Donc quand moi je suis marocain et que je vois ça, pour moi c'est open bar. Et d'ailleurs les Marocains, moi je vais vous dire, j'ai des échos, même de système sécuritaire marocain. Ils considèrent que les Européens c'est des hypocrites. Ils vous disent comment? Vous nous envoyez les gens, vous savez ce qu'on fait, vous savez comment ça fonctionne. Vous nous envoyez les gens, et donc vous nous envoyez vos crasses, vous nous laissez les gérer, et maintenant vous faites les prudes vierges, et maintenant il ne faut pas torturer, et maintenant c'est les droits de l'homme, et maintenant... Parce que évidemment dans leur tête, ils ne comprennent pas que les services allemands, ce n'est pas l'État allemand, qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'indépendance judiciaire, en Espagne c'est la même chose. Qui a sorti l'affaire, a fait ça sans informer du tout. Hein. Les Européens, le Parlement européen, ils étaient complètement ahuris, et le Conseil pareil, quand ils ont appris. Je veux dire, c'est bien où la démocratie joue un rôle fondamental. C'est parce qu'elle était indépendante. C'est un coup de fond, parce que vous avez été député, donc vous le savez. Mais c'est parce qu'il y a eu flagrant délit, sinon il n'y aurait pas eu juridiction. Oui, c'est parce qu'il y a eu flagrant délit. S'il n'y avait pas de flagrant délit, il n'aurait pas pu... Mais il y avait une enquête de fond, hein. Ça fait plusieurs mois qu'ils travaillent. Merci pour la conférence.
Juste pour rajouter qu'on avait reçu aussi Fouad Al-Moumni et le Forsem. Ils étaient aussi co-organisateurs Khadija Riyadi. Je parlais de Fouad Al-Moumni parce que notre ami, mon ami Boubacar, il faut... Vous avez une grande fréquentation. Là, j'ai commencé par celui que tu connais. Par son père, là, qui est quelqu'un de très grand. Donc Fouad Al-Moumni qui est venu, moi en tout cas, et avec qui il faut une émission. D'ailleurs, ce soir, je pense, c'est ce soir. Oui, Donc il va la faire. Donc je vous conseille pour les arabophones, c'est le Maroc en une semaine sur Révision, qui est un truc qui se fait par... C'est une des meilleures émissions, une des plus libres, une des plus... tout ça, c'est tous les vendredis. Et deuxième remarque, c'était par rapport à ce qu'il a dit. Il y a un député aussi sur YouTube. Ouais, il est sur YouTube. Ouais. C'est sur Révision. Révision. Facebook et Vision. Voilà. Et ce que disait Malika, donc il y a un député socialiste, un ancien député européen, qui est maire de Lems. Lems, c'est une ville à côté de Lille. Tarabella? Non, celui qui était vraiment le lobbyiste du Maroc, il était corrompu, tout ce qu'on veut. Donc lui aussi doit être dans cette affaire. Mais pour revenir à la soirée, c'est juste pour hier, il y avait quand même Omar Radi qui a obtenu un prix par Reporters sans frontières. Si tu peux, en quelques mots, quand même cette répression qui est sur les Sunnis, Hajar, Suleiman, Omar Radi qui a été arrêté, tu peux dire deux mots. Il y a quand même cette répression hallucinante. Et surtout, c'est sur le Harak du Rif. Il reste 8 prisonniers politiques officiellement du Harak du Rif. Mais on a un acharnement à les garder. On a gardé ceux qui étaient condamnés à 20 ans et à 15 ans. D'ailleurs, tu as fait un édito sur Révision, C'était une réaction. Oui, c'est une réaction, un mini. C'est une réaction sur les rifans de l'équipe nationale, qui sont très nombreux, comme leurs collègues, et ceux qui sont en prison, à qui on ne veut pas faire un seul geste. Et la maman de Ziyash vaut aussi la dignité, la maman de Nassar Zefzafi, ou de Jelloul, ou d'Ahidjir. Donc c'était surtout sur ce genre de... Enfin, j'ai dit, c'était pas du tout... Mais pour la salle, je pense. Parce qu'on est encore en train de débattre entre nous, je vous livre un peu les secrets, sur un... Fouad Abdelmoumé est un anti-foot primaire, alors que moi et Omar Harshan, on est des malades de foot. Donc on est en train d'essayer de voir comment on peut avoir une session sur... Parce que nous, on a envie de parler de l'équipe de foot et de machin, etc. Et donc j'ai dit ça rapidement, j'ai dit les rifins on les aime bien quand ils marquent des buts, mais quand ils demandent des hôpitaux, des écoles, on les torture et on les met en tôle. Donc voilà, c'était ça ma... Et c'est vrai, c'est ce que... Et en fait, ce que j'ai dit sur les rifins, à la limite, je l'ai un peu regretté après, parce que j'aurais dû dire les jeunes Marocains. Exactement. On est tous. J'ai dit les rifins parce que ça marque les esprits, parce que le rif, parce que Zefzafi, parce que etc. Mais c'est tous les jeunes Marocains. Lorsque vous voyez, j'ai retweeté une... Moi, ça m'a beaucoup marqué. Et moi, un de mes moments de bonheur, c'est quand j'ai découvert les chants des ultras marocains, qui sont des éditos. Et pour moi, c'est les nouveaux éditorialistes. C'est-à-dire quand vous les écoutez, leur discours qui est un discours élaboré, c'est des mecs qui réfléchissent. Le truc qui m'a foutu par terre, c'est la référence à Orwell. C'est la référence à 1984, dans les tifos de foot. Ça n'existe nulle part dans le monde. Je veux dire, nous avons les ultras les plus intellectuels de la Terre. Ils lisent Orwell. Je vous assure, hein, ils ont mis 1984, chambre 101, Room 101, etc. Et le Orange Mécanique de Kubrick, donc l'État totalitaire, etc. Et ça, c'est des supporters de foot. C'est dans des stades, dans des terrains. Donc... Voilà. Et pour moi, pour moi, c'est un symbole d'une jeunesse qui est là et qui, à mon avis, et d'ailleurs, rien de nouveau sous le soleil, j'allais dire, parce que le 20 février, personne ne l'attendait, et quand le 20 février, ils ont fini par le faire taire, on s'est dit, ça y est, c'est la fin des haricots. Il y a eu le Hirak du Rif, donc voilà, je pense que d'ailleurs ça c'est un des aspects dont j'aurais dû parler. Vous savez, moi quand quelqu'un me dit, et plusieurs me le disent, ils me disent le Maroc s'en est très bien sorti après le printemps arabe. J'ai une seule question, je pose une seule question. Je dis, donnez-moi, c'est un chiffre, je demande un chiffre précis. Donnez-moi le taux de chômage des jeunes dans les villes. C'est tout. Si ce régime arrive à réduire ce nombre, je jette aux orties mes machins, etc. Mais le problème, c'est que ça empire. Et d'ailleurs, pas seulement qu'au Maroc, partout. Parce que pourquoi? Parce que c'est la section sociodémographique qui a fait le printemps arabe et qui va refaire autre chose à l'avenir. Parce que ces États sont incapables, institutionnellement, de produire l'écosystème qui va permettre de régler ce problème-là.
Et d'ailleurs, on le voit même au niveau des taux de participation aux élections. Les taux de comment on dit ça, d'abstention les plus élevés sont dans les villes. Ils sont pas. Et d'ailleurs, ça aussi les politologues le savent bien. C'est une constante dans les régimes entre guillemets en transition, qui sont entre chien et loup, les régimes hybrides. C'est que les régions, pas urbaines, périurbaines, etc., les taux de participation sont beaucoup plus élevés, parce qu'en réalité, l'autorité de l'État est beaucoup plus forte dans les campagnes qu'elle est dans les villes. Et donc ça fait que les gens votent, etc. etc. Mais monsieur... Pardon ? C'est pas question de mentalité. C'est pas question de tout ce qui est familial au niveau de la campagne. Ça joue, mais bon, moi j'ai un problème avec les explications mentalité, culturalistes, etc. Parce que malheureusement, enfin, voilà, on abuse et que les mentalités et les cultures sont elles-mêmes des résultantes. Ce ne sont pas que des variables explicatives, ce sont des variables expliquées par les institutions. Et que donc, lorsqu'on commence un raisonnement en disant c'est dans notre culture, moi, et ça mène vers l'essentialisme, et ça mène parfois vers le racisme. Non, on n'est pas né des... Ce qui prouve que le taux de participation des Sahraouis plus sud. Là, ça c'est autre chose. Moi, à mon avis, c'est parce que c'est l'Ayan, c'est parce que c'est d'abord un point d'interrogation, est-ce que ces chiffres sont vrais ou pas? Et deuxièmement, c'est l'Ayan, et troisièmement, c'est la vérité, c'est qu'il y a eu beaucoup maintenant. Les Sahraouis sont une toute petite minorité au Sahara, c'est une réalité. Moi, je ne dis rien contre. Et celui qui vous parle, moi, je considère qu'il faut qu'il y ait l'autonomie, etc., etc. Mais la réalité, c'est que les Sahraouis aujourd'hui au Sahara, c'est une petite minorité. Ethniquement parlant, c'est pas, ils ne sont plus la majorité. Il y a encore deux questions. Oui. Merci beaucoup pour ta présence et ton intervention. J'ai juste une question. Après, à travers l'histoire, on a vu comment le pouvoir, Jérôme Khazanov, a ridiculisé le mouvement national jusqu'à du CFP. Ensuite, il a ridiculisé le PJD. Mais aujourd'hui, est-ce que les partis qui sont la fabrication du pouvoir constitueront pour lui le remplacement? Je vous remercie pour cette question parce qu'en fait, j'ai commencé un raisonnement que je n'ai pas fini dans ma présentation. C'est que non, vraiment, parce que quand je parlais du prophylactique, c'est qu'aujourd'hui, parce que quelle est la raison? Ça, j'avais oublié d'en parler. Pourquoi est-ce qu'il y a cette dimension prophylactique? C'est pour éloigner un danger qui est plus important. Une autre raison. L'autre raison, c'est que, donc c'est une raison bouclier, j'allais dire, une raison de protection, mais il y a aussi une autre raison. Donc le Maroc, donc le Maroc a fait une espèce de marque de fabrique, c'est le réformisme constant. C'est-à-dire quand vous leur parlez et que vous leur dites ça marche pas, ils vous disent mais on est en train de changer, mais c'est dans la bonne direction. Et il faut maintenir cette illusion. On réforme, on est toujours dans un mouvement de réforme, on est toujours dans la fameuse saillie de Gdira, le Maroc est une énorme salle d'attente. Mais on est toujours. Et donc, mais pour crédibiliser ce réformisme, il vous faut du sang neuf. De temps en temps, vous ramenez. Et c'est encore mieux quand c'est des gens qui sont connus pour être un peu revêches, pour être un peu opposants, pour être un peu. Donc le régime a besoin de se nourrir de cette ressource-là. Et aujourd'hui, elle est où la ressource? Elle n'existe plus. La preuve, ils ont Akhnouch. Akhnouch n'est pas un bouclier. Akhnouch ne peut pas jouer. Boukiran est un bouclier. Ou l'était, ils l'ont largement usé. Mais il était bouclier. Abdelrahman Youssoui était bouclier. Mais aujourd'hui, il n'y a plus. Et en fait, ce qui est très intéressant, deux observations. La première, c'est que l'intégration du PJD dans le jeu politique, ce n'est pas Mohamed VI, c'est Hassan II. Et je ne suis pas sûr que si Hassan II n'en avait pas pu, Mohamed VI l'aurait fait. Deuxièmement, l'Adl al-Ihsan, justice et charité, qui est donc ce mouvement qui est considéré comme le mouvement d'opposition islamiste le plus populaire. Nous savons qu'il y avait des discussions très avancées du temps des Hassan II pour les intégrer. Il y avait une discussion, il y a même eu un échange de lettres entre Abdeslam Yassine ou le Mdghari à l'époque qui était ministre des Affaires religieuses. Mohamed VI est devenu roi, plus rien. Au contraire, répression, etc. Mais pourquoi Hassan II? Il le faisait parce qu'à mon avis, c'est ma petite formule, il avait besoin d'eux. Il savait qu'à un moment, il allait consommer le PJD. D'ailleurs, quand est-ce que le PJD, à l'époque, qui n'était pas encore le PJD, ils étaient avec, comment il s'appelle, MP, le Khatib, ils étaient avec le Khatib. Quand est-ce qu'il les a intégrés au système? Il les a intégrés au système
avec les élections législatives qui ont amené l'USF. C'est-à-dire qu'il permet à l'USFP d'arriver, mais tout de suite, il met le contre. Il le remet dans les pattes, les islamistes. À qui il a refusé la participation au communal avant, qui était en juin, je crois. Et pourquoi? Parce qu'il avait compris une chose, c'est que le cheval de Troie des islamistes à travers la région, c'est ce qu'a fait Erdogan. L'AKP, c'est comme ça qu'ils sont. Ils ont commencé par les municipalités et la région. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris une chose, c'est que dans ces systèmes-là, les citoyens voient le travail des élus municipaux, ils ne voient pas le travail des élus du Parlement. Ce qu'ils voient chez les parlementaires, c'est les salaires qu'ils touchent, les voitures qu'ils ont, etc. Par contre, celui qui s'occupe de la gestion de la ville, de machin, etc., il voit son travail. Il a compris ça, il ne leur a pas permis de participer Ils ont essayé, il leur a dit non, vous ne participerez pas, parce qu'ils voulaient dupliquer le modèle turc. Et Hassan II leur a dit non, vous ne participerez pas au municipal. Il leur a permis de participer aux législatives. Donc c'est pour vous dire, alors justement pour terminer sur ce point, c'est que là aussi, je pense qu'il y a une déperdition, il y a à mon avis un problème dans la capacité du Mkhzen à renouveler cette ressource dont il a besoin pour maintenir cette illusion de nous changeons, nous machin, etc. Merci beaucoup pour la présentation et d'avoir surtout accepté l'invitation de Forcem. J'ai beaucoup apprécié l'éclairage, notamment la décennie 90, moi j'ignore un peu la situation au Maroc. Et simplement une remarque, et je voulais dire, concernant les autres pays du Maghreb, ou de l'Afrique du Nord, en fait ce qui fait la spécificité, si j'ai bien compris, mais je parle sous le contrôle de Daniel et sous votre contrôle, ce qui fait la spécificité du Maroc et non l'exception, il y a 3 ou 4 facteurs, à mon avis, très rapidement. Le premier, c'est la profondeur historique. La profondeur historique du Maroc, on ne la trouve pas dans les autres pays du Maghreb. La dynastie idrisside. Est-ce que tu peux poser une question parce que... Je vais être rapide, commentaire est peut-être rapide. On remonte jusqu'au 8e siècle et évidemment, on ne retrouve pas la continuité des dynasties au Maroc, on ne le retrouve pas en Algérie, en Tunisie, etc. C'est éphémère, c'est très éphémère. Ça, à mon avis, c'est quelque chose qui a consolidé la nation et l'État marocain. Le deuxième facteur qui a consolidé la nation, c'est la question du Polisario. La question du Polisario a soudé les Marocains. Même s'il y a des partis, des organisations qui ne sont pas d'accord, ça reste quand même minoritaire. Dans le cas de l'Algérie, la question du Polisario, c'est une affaire des militaires. Les Algériens ne sont pas tout à fait favorables. Il y a effectivement le soutien des généraux et des militaires, mais ce n'est pas une question du peuple, c'est vraiment une question de l'armée. Le troisième facteur qui a consolidé la nation marocaine, c'est la reconnaissance de l'identité berbère, la dimension berbère du Maroc, la profondeur historique berbère du Maroc. Et le quatrième facteur qui a aussi renforcé la nation marocaine, c'est la reconnaissance. J'apprécie beaucoup ce qui a été écrit dans le préambule de la Constitution du Maroc. On ne parle pas de la judéité, mais la culture hébraïque, pour essayer de contrôler, je trouvais très intéressant. Et donc ces 3 ou 4 facteurs font la force du Maroc comme nation. Ça la consolide. On ne le retrouve pas dans les autres pays. Et je pense que cette ouverture de la constitution marocaine, notamment dans son préambule, à la méditerranéité, parce qu'on récupère la méditerranéité. Et ça, c'est de l'histoire au long cours, c'est l'histoire de Brodel. Pour les futures générations, c'est ça qui compte. C'est de faire cette perspective vers l'appropriation de la méditerranéité en tant qu'espace d'identification, qui n'a jamais été pensé comme tel. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose qui sera extraordinaire pour l'avenir et j'aimerais bien avoir votre réaction. Et merci encore. Je suis un historien très amateur. Moi aussi. Je suis un politologue un tout petit peu moins amateur. Moi j'ai un problème avec cet État, et je vous ai entendu dire ça, M. Rivet, dans une de vos interventions, il n'y a pas longtemps, que vous aviez comparé l'Algérie au Maroc, vous avez dit que le Maroc était un État ancien, etc. Et le problème que j'ai avec ça, c'est que l'État-nation est un concept du 19e siècle. Ce n'est pas lorsqu'on parle de profondeur. Deuxièmement, et là je parle sous le contrôle d'une autorité, sur la question, c'est que l'histoire du Maroc est une histoire faite de harka. C'est quoi la harka? C'est justement, qu'est-ce qu'un État fort? Un État fort, c'est un État qui n'a pas besoin d'obliger deux choses, c'est caricatural ce que je vais dire, mais 2 choses principalement, qui n'a pas besoin de dépenser beaucoup de ressources pour que les gens payent leurs impôts et pour qu'ils se battent pour lui. La conscription et les impôts et les taxes. Si vous devez faire des virées militaires pour que les gens payent leurs impôts et des virées militaires
pour faire une conscription, pour que les gens se battent avec vous, généralement c'est problématique. Et le Maroc a eu cette... De façon, je veux dire, on n'a pas eu, c'est pas vrai qu'on a eu un État, machin. On a eu, c'est vrai, on a eu une espèce d'empire qui était effectivement, dont la capitale était au Maroc, mais c'était des empires qui étaient à échelle beaucoup plus petite, mais qui étaient aussi multiculturels, etc. Donc j'ai un peu de problème avec cette idée de poser sur une histoire longue un concept qui est assez moderne, qui est celui de l'État-nation. Je n'aime pas la dimension, ça vient de vous, donc je ne peux pas vous accuser de ça. Vous êtes algérien, vous n'êtes pas marocain. Mais il y a cette idée un peu de suprémacisme, de je sais pas, de machin, moi qui me pose problème. Je suis désolé, la judéité existe en Algérie, elle existe en Tunisie. La diversité existe dans ces pays-là, la berbérité existe dans ces pays-là, surtout en Algérie avec l'élément kabyle. Je peux aussi développer, là je me fais pro-algérien, développer la thèse qu'une société qui a réussi à se débarrasser de 132 ans de colonialisme a une ressource symbolique extrêmement puissante pour se coaliser, quand on sait ce qu'ont vécu les Algériens durant ces 132 années. Donc je ne suis pas convaincu de l'idée, c'est spécifique mais c'est pas exceptionnel. C'est-à-dire voilà, donc on est d'accord. On est d'accord. Alors l'idée du Sahara, c'est le cas de tous les pays de la Terre malheureusement, c'est une astuce vieille comme le monde. Lorsque vous énoncez une menace extérieure, existentielle, et le cas d'avoir de la terre salée, c'est-à-dire quand on dit c'est à nous et ils nous l'ont pris, généralement, ça permet c'est une ressource de contrôle qui est très importante, mais c'est surtout un élément de répression contre l'opposition, parce que, je veux dire, moi j'en ai été victime, mais comparé aux vraies victimes de cet outil-là, qui est surtout la gauche des années 70, moi on m'a juste interdit mon journal. Mais les gens ont passé des années en prison à cause de ça. Donc ça a été utilisé pour ça. Et je ne sais pas si demain on a un débat. Je pense que les Marocains sont vraiment pour le Sahara marocain. Ça je le pense vraiment. C'est-à-dire je ne pense pas que ce soit un truc fabriqué par le régime. Ça je pense vraiment. Mais je pense que si on a un vrai débat ouvert, les Marocains seraient beaucoup plus critiques sur la gestion du dossier du Sahara. Oui, donc c'est-à-dire que l'unité par rapport à la marocanité du Sahara ne doit pas être translatée à l'unité par rapport au mode de gestion de l'affaire du Sahara. C'est-à-dire que les gens ne sont pas bêtes, ils savent que la gestion du dossier pose problème, qu'il y a eu des histoires de corruption dans l'armée, qu'il y a un tas de problèmes par rapport à l'affaire du Sahara. Donc voilà, c'était juste pour souligner ces différences, mais tous les pays sont diversifiés, sont riches, Moi, je pense, lorsque vous parlez de l'Algérie, et j'aurais dû en parler tout à l'heure excusez-moi, je prends trop de temps pour répondre, mais le problème algérien, le drame de l'Algérie, il y a deux choses, mais la plus grave pour moi, c'est qu'ils ont du pétrole, ils ont du gaz. C'est le drame de l'Algérie. Ils ont du gaz. C'est-à-dire que ça crée dans tous les pays du monde, ça s'appelle the rentier state, c'est un concept qui a été créé pour parler des États pétroliers du monde arabe, mais en fait ça s'applique à la terre entière, on l'a vu ailleurs. C'est que quand vous avez un pays ça s'appelle the resource curse, la malédiction de la ressource, ça a un nom, c'est que quand un pays a des ressources minières, ses chances de se démocratiser sont beaucoup plus faibles que le reste. Alors il y a des exceptions. Une exception, c'est les États-Unis, qui sont très riches, c'est la Norvège. Mais dans ces deux pays, la découverte de ces ressources s'est faite après la consolidation des institutions démocratiques. Donc c'est une découverte qui a été faite alors que les institutions existaient déjà. Mais dans les autres pays qui étaient en train encore de former leurs institutions qui trouvent du pétrole, c'est tout de suite ça donne une ressource aux élites autoritaires, ça permet de financer des systèmes sécuritaires qui sont très puissants, ça permet de corrompre, même à large échelle, avec des systèmes d'éducation gratuits, de santé gratuits, etc. Et à mon avis, le problème de l'Algérie est là. Il y a peut-être un autre aspect, je m'arrêterai là. L'autre aspect, c'est que je suis très... Et en fait, on le sait, c'est que ça a été... J'ai récemment lu un article là-dessus, un article académique là-dessus, c'est que la façon dont vous démocratisez, et en l'occurrence, dont vous obtenez votre indépendance, va marquer la nature de votre régime après. Et lorsque vous connaissez l'histoire du FLN, les assassinats, et comment le FLN a été monopolisé par l'aile militaire,
Je veux dire, et c'était très compliqué par la suite de revenir à une dimension. Enfin, ça, c'est juste c'est des réflexions plus qu'autre chose. Mais je pense que le drame de l'Algérie, ça a été ça. C'est-à-dire, et encore une fois, la violence de l'impérialisme français a généré cette réponse aussi. Tout le monde est un peu coupable dans cette histoire, qui a fait que la naissance du régime algérien indépendant s'est fait sous des auspices de violence, de militarisation, de machin, etc. Et quand vous ajoutez à ça l'ingrédient majeur de la guerre froide, ben ça vous donne, ça a donné ce que ça a donné. Je propose qu'il y ait une dernière question parce que la soirée est très 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 riche, mais il faut savoir s'arrêter. Pour l'exposé, félicitations. Très rapidement, donc, sur la question du Sahara, vous avez dit que maintenant donc, la population sahraoui était largement minoritaire. Un des éléments qui est la cause du problème, c'est aussi l'ajournement du référendum de 91, oui, qui n'a jamais eu lieu. Est-ce que selon vous maintenant, et compte tenu aussi que les services secrets marocains sont très puissants, etc., est-ce qu'il y a des faisceaux d'indices qui pourraient, par exemple, remettre sur la table le référendum qui garantirait au Maroc un résultat espéré par lui, c'est-à-dire en sa faveur? Et donc voilà, selon vous. Alors, ma position d'ailleurs, la dernière fois, ceux d'entre vous qui étaient à la réunion de la TMF m'ont entendu dire ça, c'est que pour moi l'idée du référendum est une impossibilité logique. Je vais vous dire pourquoi. Parce que les référendums, j'utilise tout petit peu de théorie des jeux. Lorsque vous avez un jeu avec des acteurs, lorsque dans ce jeu, l'issue est la perte totale de l'un et le gain total de l'autre, si vous n'avez pas un arbitre qui peut imposer la solution, le jeu n'aboutit jamais. Pourquoi? Parce que quand vous vous rendez compte que vous perdez, vous renversez la table et vous sortez de la pièce. C'est le référendum. Le référendum, c'est ou bien c'est la mortalité du Sahara, le Polisario n'a rien, ou bien c'est le Maroc perd le Sahara. Et c'est supervisé par le chapitre 6 des Nations Unies qui n'impose pas de solution, contrairement au chapitre 7. Et donc nous sommes dans cette situation. Et on nous dit il faut que les deux soient d'accord. Les deux vont être d'accord sur quoi? Si c'est le référendum, sur une issue qui va être la perte de l'un totale et le gain de l'autre total. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai toujours pensé au départ que l'idée d'autonomie était une idée très riche, d'autant plus que je pense que et les Sahraouis, et les Marocains, et les Algériens, nous devons dépasser nos nationalismes. Il faut arrêter, parce que l'idée du Maghreb est une vraie belle idée, parce que c'est un peu un slogan, il y a tous les Maghrébins, on est tous, mais faisons quelque chose. Et je pense que, et je suis d'ailleurs, je partage ça avec Fouad, probablement qui a dû vous dire ça, c'est que la solution pour moi, elle est dans le Maghreb. Parce que une ouverture, moi je me rappelle, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'ouverture des frontières avec l'Algérie en 93-94. L'économie, vous savez que c'est l'une des meilleures années du tourisme marocain. L'économie marocaine a eu une année extraordinaire. Ouverte après le premier sommet à Marrakech de l'Union du Maghreb. Oui. Elles ont été ouvertes à ce moment-là. Et puis il y a eu les attentats, et puis bon, ils ont fermé, etc. Mais pour moi, pour moi, le référendum ne va jamais se faire. Le référendum ne se fera jamais. Dans les conditions actuelles, le référendum ne se fera absolument jamais. Donc, Merci. Merci. Merci beaucoup. Vous êtes... On a eu un geyser d'idées qui nous a réactivés, réallumés, et réchauffés aussi. Et donc on tient à vous dire un très grand merci pour votre très forte présence.